On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive suspecté KF Baby pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Là, on est avec quand même le grand Manitou. Là, on est avec Joël Jacoulet du label Big Caribbean, mais pas seulement, puisqu'il a fait beaucoup de choses avant, il fait beaucoup de choses en général. Il va nous parler un petit peu de tout ça dans le cadre du concert Big Caribbean qui aura lieu le 5 novembre. Le 5 novembre à l'Atrium. Au moment où vous voyez cette vidéo, il y a probablement déjà plus de place, mais c'est pas grave, vous allez vivre à travers la vidéo. Puis il y aura d'autres concerts de toute façon. J'espère bien, ah oui. Ah ben il en faut encore beaucoup, il y en a déjà eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Donc dans cette vidéo, on sera rejoint par Morane Voyer, Victor O. Voilà, on a des grands producteurs, on a des grands auteurs. C'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo. Le grand label. Mais du coup, Joël Jacoulet, est-ce que tu peux nous parler de... J'ai pas envie de tes débuts dans la musique, mais comment tu te découvres ta fibre musicale? Je crois que tu as pris des cours de piano, mais que tu n'as pas spécialement kiffé. Ouais, j'ai eu l'occasion de raconter ça, c'est vrai. Comme souvent en Martinique, je crois que c'est le département qui a le plus de piano par habitant. C'est une petite info pour toi, c'est vrai. Donc j'ai pris des cours de piano quand j'avais 10 ans, comme ça. Et au bout de 3-4 mois, j'avoue que ça m'a pas plu. Dès qu'il fallait retenir les partitions, les notes, tout ça, ça m'a un petit peu découragé. Et du coup, j'ai arrêté. Mais comme j'ai dit, le mal était fait parce qu'on avait déjà investi dans le piano. Le piano était à la maison. Et donc, plutôt que de le revendre, mais il est resté là. Et voilà, moi, je suis fils unique. Donc, j'étais souvent seul à la maison. Et donc, ça m'a laissé le temps, à mon rythme, d'apprivoiser l'instrument, le piano, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, en écoutant ce qui se faisait à la radio, beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, bon, la composition, c'est quelque chose d'assez personnel, quoi. C'est-à-dire que quand tu es chanteur, bon, tu chantes, les gens ils t'entendent, mais quand tu composes, tu es souvent seul dans ta chambre, tu vois. Donc, pendant longtemps, je faisais écouter à personne ce que je faisais, mais vraiment personne. Et puis un jour, après l'école, j'ai une copine de classe, j'étais encore au collège, qui est venue à la maison. Tu voulais l'impressionner avec ton son. Et elle m'a dit, alors, j'ai dit, ben ouais, j'ai composé ça, pour toi. La technique. La technique de vieux chacal. Et ben voilà, et du coup, ça lui a beaucoup plu. Et voilà, c'était le premier retour que j'ai eu. Okay. Et bon, c'était n'importe quoi le morceau. Mais le fait d'avoir créé quelque chose et d'avoir un retour, je me suis dit, ah, quand même, on peut faire passer quelque chose, quoi. Okay. Et donc voilà, c'était le premier retour. Bon, c'était au collège. Et puis après, le vrai déclic, on va dire, parce que bon, du coup, j'ai continué, j'ai un petit peu progressé. J'écoutais ce qu'ils faisaient, je voyais d'autres potes jouer qui me donnaient des techniques, des pour faire un accord, c'est comme ça. Je dis, ah, ok, donc voilà. Et puis j'avais le temps, tu vois, j'avais pas de deadline, quoi. C'était vraiment, j'avais pas de projet, c'était un kiff. Et puis c'était un kiff jusqu'au jour où j'ai le temps de partir à Paris pour mes études. Donc il y a pas mal de temps qui passe là. Oui, j'étais au collège, donc le lycée passe. J'ai fait mon lycée chez le Cher, et puis je suis arrivé à Paris. À Paris, j'ai fait une première partie du lycée à Martinique, c'est chez le Cher. Deuxième partie du lycée, je suis parti, après ma première, je suis parti à Paris, dans un lycée, dans le quartier latin. Et donc voilà, et après le bac, donc encore un petit moment, donc là j'avais bien progressé, je faisais déjà des morceaux avec des textes. J'avais une copine qui les chantait pour moi, mais franchement, j'avais aucune idée de les sortir. C'était vraiment mon petit jardin secret, voilà. Et un jour, je croise, donc je suis à Paris, étudiant, il y a un concert de Malavoie, je me dis tiens, je vais aller voir ça. Et je vais au concert de Malavoie, et dans la fosse, dans la foule, je retrouve un pote du collège. Ali Angel. Exactement. Le gars fait ses recherches Tibet. Ah, c'est ça. Je retrouve Ali Angel là, et qui avait sorti l'album Théorème quelques mois avant. L'album qui avait cartonné. Et je le vois là, et donc on parle, je dis Ali, tout ça, mais c'est toi qui as fait l'album Théorème, franchement ça déchire. Et le fait de l'avoir vu là, et puis il m'a facilement intégré à sa bande que je connaissais aussi, puisqu'on a tous le même âge. Et puis, bon, moi j'avais ma copine Virginie qui chantait des morceaux qui étaient avec moi. Faut que je dise ma copine, c'est mon amie, c'était pas. Voilà, enfin. Et chantait des morceaux avec moi, et je crois que c'est important parce que elle était très jolie. Du coup, il y avait plein de musiciens qui voulaient absolument devenir copains avec moi. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive dans la vie. Non, mais c'est bon, grâce à Virginie, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de musiciens et des grands musiciens qui ont voulu travailler avec moi. Ah, mais la technique, si vous voulez savoir comment. Et il y a une très bonne amie, très jolie, mais elle fait traîner avec elle. Comme ça, voilà, vous gardez des rapports très professionnels. C'est un cheval de Troie. Exactement. Aïe. Et donc, voilà, Ali, il m'a rendu ça accessible intellectuellement. Je me dis, ok, c'est possible.
Et donc, du coup, on a créé un petit groupe avec Ali qui s'appelait Gamme Majeure. C'était une espèce de, de parenthèse à son groupe Théorème. Ok. Et puis voilà, c'était le premier projet dans lequel j'ai pu mettre mes premières compositions. Et à ce moment-là, Ali Angel, il n'a pas encore fait tout ce qui est Juste Nous, tous ces titres. Non, non, c'est à ce moment-là, vraiment non, il ça. avait fait Théorème. Il Ok. avait déjà composé des titres mythiques. Ouais, Quoi. ouais, c'est Son clair. premier album, 20 ans, La Team 20 ans, Girl, c'est un voilà, truc de ouf, ça. pour ceux qui connaissent. Et vous étiez dans la même classe avant ou bien juste dans le Au même collège, on était dans le même lycée au collège. Ok. Dans le même collège, mais pas dans la même classe. Ça veut dire, Ok, on était d'accord. au collège Périnon. Et voilà, et Ali, c'était un petit gars sireur, quoi, comme on dit. Ah ouais. C'était un sireur, voilà, mais voilà. Donc quand c'est lui qui te rend ça possible entre Exactement, c'est comme si, tu vois, tu revois un pote d'enfance qui est acteur Hollywood, et alors que tu l'as connu là, tu te dis, ah bon, ben en fait, c'est possible, quoi. Ouais. Voilà, ben, c'est exactement ça. Je vois Ali, je vois qu'il fait la musique, il est dans les studios, il fait tout ça. Et donc ça m'a donné envie, à vrai dire. Et c'est quoi ton premier projet après ça? Après le Gamme Majeur, mon premier projet qui a suivi, c'est le Dieu du Soleil, volume 1. Qui est... Alors, parce que... Je Quand passe, tu- je passe d'un truc assez insignifiant à un projet. Parce que Gamma, genre, énorme. vous sortez album, tout ça ou... On sort un album, Ah, ok. on fait un clip. Le Qui clip, est-ce qui chante? c'est Virginie Mousseau et Ali Angel. Ok, un morceau d'accord. qui s'appelle Comme avant. Ok. Un petit succès, à l'époque, si tu veux, on était dans le top 10 de Sun FM. Ou de Ça RDC, va, tu Sun vois. FM, c'est giga. Non, je- Voilà, non, mais tu vois, c'est vieux. Mais c'est pas le succès Ouais. de ouf, mais c'est pas passé inaperçu. Ok. Donc voilà, et de là, bon, moi j'avais un peu la confiance, Mhm. et puis j'avais commencé à accumuler beaucoup de compos. Ok. Et donc j'ai un pote qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces compos-là, et tout ça Et puis c'est des compos dans tous les styles, pas forcément zouk, à la Angel, tout ça. Et donc, moi je chante pas. J'ai un pote qui T'as me dit, jamais testé? ben si, justement, c'est pour ça Ah, que je chante c'est pas. pour ça que... ok, d'accord. Ah, ok. Et donc du coup, mon pote me dit, mais non, mais ça, tu devrais peut-être proposer ça à telle personne, à telle personne. Et puis il me donne des noms, propose ça à Martelly, à Béroir, à Aftamar, machin. Et donc, en discutant avec lui, me vient l'idée des duos du soleil, de faire des duos. En fait, c'était à l'époque des albums de Ronald Rubinel aussi. Ok. Des albums un peu Une comme légende, ça. attention. Voilà, c'était un peu mon premier modèle quoi, dans la production. Il a fait un album qui s'appelait Jeu de dames, Ok. avec la maman de Morane à l'époque. Tu vois. Attention, putain, il y a une Il y a filiation une directe. filiation, ça, tout, ok. voilà. Il a fait du Femme Fort, tout ça. Aïe. Et donc, il s'amusait à réunir des chanteurs qui avaient leur propre univers, leur propre carrière, sur Ok. ses projets à lui. Il me dit, tiens, voilà, c'est une bonne manière de mettre mes morceaux. Je vais appeler un tel. Sauf que lui, c'était Ronald Rubinel, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais rien. Ok. Mais j'avais ma copine Virginie Mousseau, Aïe. qui était très jolie et que tout le monde voulait voir. Et c'est vrai parce que du coup... Où serais-tu sans Virginie? Non, mais franchement, merci Virginie. Aïe. Et Virginie, du coup, elle fréquentait beaucoup le milieu antillais. Il y avait une boîte qui s'appelait à Paris, le Bébé Antilles, qui était le repère de tous les artistes antillais. Ok. Et là, je croisais donc les Ronald Rubinel, je croisais tout ça. Et j'ai croisé un jour Willy Salzedo, qui a beaucoup aimé travailler avec Virginie, parce qu'il faut dire que Virginie avait une voix un peu à la Tania Saint-Val. Ok. Willy Salzedo, pour ceux qui savent, c'est le compositeur des plus grands tubes de Tania Saint-Val. Ok. Des Caroles, des... Carole t'a dit c'est mon son préféré de Zouk. Ah ben voilà. Ah, direct. Ah ben Willy Salzedo, Ah parce ouais. que moi, quand j'ai commencé la musique en tant que compositeur, je connaissais le nom de tous les compositeurs de Zouk par cœur. Et donc dès qu'il y avait un album, je regardais les crédits, qui a composé. C'est ce que Morane a fait pour te découvrir. Ben voilà. Et parce Cette qu'à l'époque, filiation, c'est... à l'époque, il y avait des informations qui sont Ouais. plus dures à trouver aujourd'hui. Et moi, Willy Salzedo, c'est un nom que je voyais sur tous les morceaux que j'aimais, quoi. De Tania Ah, Saint-Val, ok. même de Zouk Machine. Et un jour, Virginie me présente Willy Salzedo. Je dis waouh. Et Willy Salzedo, il a un carnet d'adresse de malade. Je lui fais écouter mes morceaux. Il me dit, ah, c'est pas mal et tout. Je dis, ouais, mais j'aurais bien aimé faire des duos. Il me dit, ouais, pourquoi pas. Ouais, je verrais bien un tel. Bah, attends, on l'appelle. Boum, clac, comme Ok. ça, machin. Et donc, ça s'est passé comme ça. Grâce à lui, il m'a ouvert un petit peu son carnet d'adresse. C'est intéressant parce que, en fait, lui, il gagne quoi dans l'histoire? Rien. Ok. Ok, d'accord. Oui, j'avais aidé ton pote, pas de problème. Ouais, t'inquiète. Ok. Donc voilà, mais en gros, c'est un peu ça. Parce que sur Les Dieux du Soleil, c'est bien sûr ce projet qui a Jocelyne Béroir Et Chris Combette. pour le Voilà. Watch, qui est un excellent morceau. Le roi Jean-Pierre Mango, exactement. Et donc, alors Jocelyne, pour le coup, je crois que c'est moi qui l'ai contacté ou c'est Willy? Non, c'est Willy qui l'a contacté. Ok. Willy qui l'a contacté. Je suis allé chez elle, lui ramener
un CD, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore MSN. Ah, tout c'est ça. clair. J'ai connu MSN quelques années après, mais à l'époque, il fallait aller chez les gens. Donc, elle avait un appartement qu'elle a toujours, je crois, à Paris. Je suis monté, elle m'a accueilli chez elle. J'ai remis une maquette. Alors, c'est super intéressant parce que ça montre vraiment un changement de génération qui est incroyable. Parce que, par exemple, je sais pas, imagine là, on va parler de Bambi tout à l'heure. Ouais. Je suis un beatmaker, je vais pas aller chez Bambi, lui Non, dire Nicolas imagine. mais regarde, frère, Mais en même dégage. temps, c'est un peu plus dur parce que maintenant, tu vois, à Bambi, bon, déjà, tu restes en même pas vu. Ah non, même non ouvert, en bloqué. Tu restes en même pas vu pendant un an si tu n'as pas la petite étoile bleue ou si tu n'es pas un pote d'un pote d'un pote. tu Donc vois. là, quand même, c'est. Oui, pas- donc là, déjà, c'est t'as déjà. vraiment eu la chance d'avoir un contact avec Ouais. des gens. Et puis ça faisait 1 ou 2 ans que je traînais un petit peu dans le bilan antillais parisien, que je connaissais un peu Ronald, un peu bon avec Ali j'ai fait mon album. J'ai un oncle mais ça n'a pas du tout servi mais j'avais un oncle qui avait beaucoup travaillé avec Kassav. Ok. Bon, moi pour moi c'était ça allait m'ouvrir toutes les portes. Mais non. Que dalle. Que dalle, en fait, Pas c'est du la vérité, non. Et donc, du coup, sur ce projet, est-ce que L'Ombrage Pied-Mango, c'est le premier single ou bien. C'est le premier single, mais c'est le dernier morceau qu'on a enregistré sur l'album. Ah ouais. C'est le morceau, avant que Jocelyne me dise oui, c'est le morceau qui avait, pour moi, aucune chance de devenir un tube. C'est vrai. Ce morceau-là ne ressemblait à rien. Voilà, franchement, en studio, ce morceau ne ressemblait à rien. Il a pris une première dimension quand Thierry Delannay, grand guitariste, est venu poser la guitare sur le refrain, une espèce de guitare compas qui rentre sur le refrain dans le Pied-Mango. Si tu l'enlèves, le morceau il devient un peu insignifiant. Et quand il a mis cette guitare-là, déjà, je me dis, ce morceau-là existe en fait, mais il est lourd ce morceau, c'est intéressant. Voilà, on était plusieurs à l'avoir composé, avec Ali d'ailleurs. C'était une vieille compo qui restait, que j'avais repris, j'avais réarrangé. Et puis, le deuxième moment où ça a pris une vraie dimension, c'est quand les chanteurs ont posé les voix. Quand Jocelyne et Chris, parce qu'avant ça, c'est un morceau que je chante moi, avec ma voix. Donc c'est un morceau qui est très grave, déjà, parce que moi j'ai une voix grave. Tu vois, le aïe aïe aïe, bon. Quand je chante ça, c'est grave. Et donc Chris Combet a chanté ça, c'était très grave et tout. Et il a vraiment incarné ça. Et puis quand Jocelyne a posé ça, et puis qu'à la fin, ils se sont fait une espèce de ping-pong qui n'était pas écrit d'ailleurs. Ah ouais? Où ils se répondent Manger à souffert. C'était dans le studio? Bien sûr. Ah oui. Non, mais ça doit être c'est un truc de parce que. Alors, peut-être que je dis ça parce que c'est vraiment l'un de mes sons préférés. Ah, ouais. Et tu vois, Jocelyne Béroir, donc c'est l'un de tes premiers projets. Oui. T'as Jocelyne Béroir dans le studio là, qui est là et qui fait vraiment une prestation. Pour moi, tout est mythique, tu vois. Quand je te reparle de ça, j'ai des frissons d'ailleurs, parce que c'est des choses que je ne revis plus, mais c'est vrai qu'on a enregistré ça au studio Latitude. Le studio Latitude, c'est le studio de Ronald Rubinel à Paris. Pour moi, même ça, même enregistré là, pour moi, c'était mythique, tu vois. C'est une époque où aller dans des studios, c'était quelque chose de... Tu vois, on en a parlé vite fait. Aujourd'hui, un studio d'enregistrement, bon, ben, c'est la pièce dans laquelle on est, tu vois. Et à l'époque, c'est des grandes pièces avec des grandes cabines, des grandes enceintes. Tu viens là, tu croises des artistes qui enregistrent là, tu vois des projets que tu as écoutés qui se sont faits là. Et toi, pendant une semaine, c'est toi qui dirige toutes les séances, quoi. On fait ta musique là, donc déjà, c'était un truc de malade. Après, Jocelyne vient et pose. Et là, la magie opère, mais... Je suis là quand la magie opère, la guitare, les voix. Et là, je me dis, ok, c'est très lourd ce qui se passe. Là, je me rappelle vraiment que c'est très lourd. Et c'est tellement lourd que ben voilà, le morceau, bon, pour aller vite, quoi, mais le morceau, c'est devenu... sans ce morceau-là, Le Dieu du Soleil, ça aurait été un album... alors que pour moi, avant ce morceau-là, j'ai quand même trouvé des financements pour produire le projet. Voilà, quelqu'un a cru en moi. Mais s'il n'y aurait pas eu ce morceau-là, que le projet se serait cassé la gueule en fait. Avec L'Ombrage au Pied-Mango, l'album s'est vendu comme des petits pains. J'ai eu un prix SACEM. Je me suis retrouvé avec le prix SACEM du compositeur de l'année. Tu vois, j'ai eu le prix SACEM à l'époque où ça existait. Pourquoi ils ont arrêté ça d'ailleurs? C'est dommage. C'est un truc parce qu'en fait, il n'y a aucune raison. Oui, il n'y a aucune raison. Ouais, non, franchement, c'était vraiment un rendez-vous en plus qu'on adorait. Des fois, moi, ça motivait des gens même. Tu vois, bien sûr, oui. Tu vois, je dis, l'année prochaine, je l'aurai et tout. Et donc voilà, ce projet-là, je me rappelle, c'était les 10 ans des prix SACEM, donc un an après la sortie de l'album. Je suis nominé compositeur de l'année, à côté de moi, tu as Mario Canon, j'étais comme ça, c'est mon deuxième album. Après voilà, donc je passe de gamme majeure, un album avec des potes collégiens, un album où je me retrouve à être réalisateur, réalisé par Joël Jacollet et Willy Salzedo, faut pas oublier. Et donc voilà. Ton statut change en fait. Voilà, pour moi c'est mon premier diplôme. Peut-être mon seul diplôme, c'était ce prix SACEM. Parce qu'en fait, j'avais une couverture pour faire toute cette musique-là. Parce que j'étais jeune, c'est que je faisais des études de droit.
Ok. Voilà, c'était ma couverture qui faisait que ma présence à Paris était financée, Ok. officiellement. Donc voilà, mais ça commençait à se voir, si tu veux. Que j'ai redoublé ma première année, Ok. j'ai redoublé ma deuxième année. Donc quand tu fais ça, en fait, tu parles de première année, donc tu as à peu près 20 ans, quoi. Voilà, le Dieu du Soleil, c'est sorti, j'avais 197 que c'est sorti, donc je l'ai réalisé, j'avais 23 ans. Ok. J'avais 23 ans. Voilà, c'est-à-dire que pour te faire tout le bon parcours scolaire, j'ai bon, assez bon élève jusqu'à la terminale. Après, je rate mon bac la première fois, donc je le repasse. Mhm. Après, je fais ma première année de droit, je la rate, je la repasse. Ok. Et à cause de la musique, en fait. Puisque Oui, oui, voilà, Ok. pour moi, la musique, c'est ça. Après, je fais une première, deuxième année de droit, je la redouble. Je fais une deuxième année de droit, je la rate. Je fais une troisième, deuxième année de droit. Le truc, il faut une dérogation pour faire ça. J'ai dû faire une dérogation parce que, logiquement, c'est interdit. Ok. Mais pour moi, voilà, c'était obligé, parce qu'en plus de ça, bon, voilà, en plus de ça, je suis né en 73, moi. Mhm. Et du coup, j'étais la dernière génération qui était susceptible de devoir faire son service militaire. Ok. Et donc, je voulais retarder, donc je faisais des dérogations, le droit, machin. Et quand l'album sort, j'ai presque usé toutes mes cartes, quoi. C'est-à-dire, je suis à ma deuxième année, service militaire m'attend, Ouais. tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Et là, l'album sort, gros succès, prix SACEM, claque. Et à ce moment-là, ton but, c'était de devenir compositeur professionnel. Ouais, à ce moment-là, je ne l'avais pas formalisé comme ça, mais il faut savoir que le premier album, Gamme Majeure, déjà quand on l'a fait, on avait monté une SARL. C'est-à-dire le premier truc, bon, j'ai une formation un peu de juriste, et j'étais tout de suite intéressé par les contrats dans la musique, quel pourcentage. C'est vrai que ça, dès le début, ça m'a intéressé aussi. Et donc, je voulais savoir les taux de distribution, les contrats de licence, tout ça, ça m'a intéressé très vite. Et donc, dès mon premier album, Gamme Majeure, j'ai décidé, j'avais le sentiment très tôt que dans la musique, il fallait être propriétaire des masters. Ah ouais, donc en fait, tu as 30 ans d'avance sur ce Voilà, qu'on mais dit c'est là. vrai, ouais. Et d'ailleurs, j'ai encore les masters des Dieux du Soleil. Bon, je sais pas quoi faire parce qu'il n'y a plus qu'une machine qui lit ça en Martinique. Ok. Mais en tout cas, j'étais persuadé qu'il fallait être propriétaire des masters. Donc, j'ai monté une boîte avec Ali. On était 7 autour, en plus d'Ali. Mon première boîte s'appelait Marine Label. Ok. Donc toi, le côté business, tu l'as eu Ouais, très tôt. Très tôt. Ok. Et donc voilà. Donc, mon idée, c'était d'avoir un label. J'aimais bien l'idée d'avoir un label, de produire des projets, de produire des artistes. Au début, je pensais produire plus des albums concept à la Dieu du Soleil. D'ailleurs, vous en faites un deuxième. Ouais, deuxième, avec le secteur A. Et alors, secteur A, label mythique en français, c'est eux qui te contactent Ouais, ou bien c'est eux qui me contactent. parce qu'ils ont vu le succès de... Exactement. Alors, il y a deux trucs. C'est que il y a une année où le secteur A reçu l'arrivée de 3 personnes de Martinique. Ok. Olivier Laouché, Ok. Barbara Jean-Élie et la fille Pamphile. Ok. Et ces 3 personnes-là, Géraldine, ou Sandrine, merde, Géraldine, Ça, Géraldine Pamphile, qui arrive au secteur A, et donc 3 Martiniquais. Et pourquoi? Parce que le secteur A, à ce moment-là, ils veulent créer une chaîne de télévision. Et donc, ils débauchent Olivier Laouché, qui est ATV, qui lui-même vient avec son équipe, Barbara Jean-Élie et Géraldine Pamphile, et ils vont à Sarcelles, dans les lieux mythiques du secteur A. Et là, ils font leur projet et tout, et je reçois un coup de téléphone un jour de Géraldine Pamphile qui me dit « Eh, mais tu veux pas faire ton album, là, Les Dieux du Soleil, tu veux pas en faire un deuxième ?» Ça, je dis bah, « Bien sûr, à fond, viens nous voir et tout, viens nous voir, machin. » Donc moi, je vais, direction RERB, je vais dans le fief, à Sarcelles, dans le fief secteur A, Ouais. et là, je me retrouve avec Kenzie, Qui est le patron du secteur. patron du secteur A, voilà, et je lui explique mon projet. Il me dit ouais, super, machin, voilà. Et donc voilà, là ça pose les bases de ce que je vais faire plus tard parce que c'est mon premier pied dans le business national en fait. Ok. Même si c'est pour un disque local, Ouais. un disque local. Mais c'est vrai, ils auraient pu se dire que, ben, en vrai, la portée de cet album-là sera très antillaise, Ouais. alors que eux, secteur A, c'est monumental en France à ce moment-là. Alors, Donc- ils ont essayé de donner une dimension, une portée nationale à ce projet-là. Ils m'ont mis sur l'album un morceau. Il y a un morceau que j'ai pas fait, que j'ai accepté que ce soit sur l'album. Un morceau, un duo entre Pete Bacardi et les Nègres Marrons. Ok. Bon, qui est passé inaperçu au final, Ok. parce que franchement, je l'ai mis en dernier sur l'album. Je Bien sûr. ne l'ai pas composé en plus.
Mais sur ce projet-là, c'est sur ce projet qu'il y a Lord City et Lincha. Exactement. Classique! Mais en plus, tu sais, je fais un post sur Instagram, suivez-moi, spectacle c'est bref. Et c'est les chansons créoles, les chansons de Zouk en français, je crois. Un truc comme ça, je fais un post comme ça. Et tu vois, je sais à peu près ce que tu fais, tes compositions, mais ça, je savais pas du tout. Parce que Lord City et Lincha, c'est un truc mythique. Et là, tu arrives dans les commentaires, oui, mais on a fait de belles choses quand même. Mais je pensais que tu parlais de Perle Lama et Fokli. Ah oui, aussi que j'ai. Et tu m'as dit, non, mais j'ai aussi fait l'autre. Comment ça fait cette composition? Est-ce qu'il t'amène l'autre City ou bien tu le connaissais déjà? Je le connaissais déjà. Que je te dis pas de bêtises. Ouais, non, je le connaissais déjà. Alors, l'autre bon, tu as vu, on est au de DJ. L'autre il a grandi à Desrochers. Ok. Et quand tu vois là, et puis on avait juste des copains en commun, quoi. Ok. Et Fabrice Rakil, pour te dire son nom, qui avait une marque qui s'appelait Hearthstone. Hearthstone, bien sûr, légendaire. Hearthstone Collection. Ouais. Voilà, à l'époque de Comate, ben, nous on avait Hearthstone. Et donc, voilà, c'est un gars en commun qui a grandi avec l'autre City. Et puis en même temps, j'étais très pote avec son frère, on était dans la même classe. Voilà, donc c'est une histoire de. Ta vie repose beaucoup sur les connexions, c'est important. Le lien humain. Ouais, c'est super intéressant. Non, mais moi effectivement, les rencontres, bon, beaucoup de personnes, c'est ça, mais c'est vrai que moi, ça a été tout le temps ça. C'est-à-dire les connexions, des gens qui sont fidèles. Moi, je suis assez fidèle en amitié, en relation. Les gens avec qui je bosse dans mon label, tu as vu, ça fait 15 ans que c'est les mêmes. Ouais, c'est clair. Et donc, je suis assez fidèle dans les relations. Et donc, Lova Girl, c'est quoi? C'est encore une compo avec Ali Angel. Okay. Je pense que c'est la dernière compo qu'on a faite ensemble. Ah ouais, ok. Parce qu'on a arrêté de bosser ensemble après ça. Parce que bon, moi, lui, il avait de plus en plus sa direction. C'est lui qui a fait Section Zouk? Alors, il n'a pas fait Section Zouk, mais il a fait Section Zouk. C'est-à-dire que c'est pas son label, mais c'est lui qui a donné à ce label ce type de nouvelles. C'est lui qui faisait toutes les productions. Voilà. Donc, il était happé par ça. Moi, c'était pas ma cam. Et donc, du coup, on a arrêté de collaborer. Mais la dernière collaboration, c'est ça, je m'en rappelle. Je vais chez Ali avec... J'ai mon idée de morceau en tête. C'est-à-dire, comment ça se passe sur le bagarre. J'ai mon idée, je me dis, ce morceau-là, je peux le dire, je ne sais pas encore qui va poser dessus. Je sais que j'ai un morceau pour des gens plus âgés. Voilà, j'ai un morceau un peu compas, j'ai un morceau un peu... Il y a Max Telef dessus. Voilà. Et j'ai dit, il me faut un morceau jeune, quoi. Un morceau... Trace Fashion, machin comme ça. Et donc, dans ma tête, j'ai le concept, j'ai dit, il me faut une guitare, un loop de guitare sur des drums qui déchirent, et puis une basse, et puis c'est tout. On va pas rajouter 10 000 trucs, un truc un peu boum comme ça. Et donc, je vais chez Ali, il me laisse dans sa pièce, tout seul, pendant 1 heure. Lui, il regarde le match de foot, je crois. Il me met dans sa pièce avec ma guitare, il me dit, bah, trouve ton riff, et puis on va machin. Donc, je suis là, je suis en train de chercher, je me fais mal le doigt parce que je n'étais pas super guitariste. Et je trouve chaque accord de Lova Girl l'un après l'autre. Tu vois? Mais j'arrive pas à les jouer les 4 à la suite. Donc, mais je les trouve les uns après les autres, donc je les sample. Je fais ok. Au bout d'1 heure, je sample ça. Deuxième accord, ok, samplé. Troisième, et donc j'ai réussi à sampler les 4 accords. Je les mets à la suite, je joue comme ça. J'ai dit, ok Ali, c'est bon, j'ai ma guitare. Et donc Ali vient, il me pond le beat autour de la guitare franchement une demi-heure. Tu vois? Déjà parce qu'il a un savoir-faire. Et aussi parce que je crois qu'il voulait finir avec ça. En vrai. Mais surtout parce qu'il a un savoir-faire. Et puis voilà, puis il me dit voilà. Donc ça, je sors de là avec un morceau qui pour l'époque, la majorité des gens vont te dire mais le morceau n'est pas fini. Mais tu vois, mais ça crée un style. Un truc très dépouillé, un peu dancehall, un peu zouk. Et donc voilà. Et donc j'ai ma prod, comme on dit maintenant. Je suis très fier de ma prod. Et c'est en studio. Je savais que j'allais demander à l'autre City, par rapport à là. Et en studio, je rencontre Lincha qui au début fait des chœurs sur un autre titre de Dieu du Soleil. Et là, je me fais des couches de chœurs R&B, des trucs comme ça. Je dis, waouh, mais en fait, j'ai un morceau là. Je dis, ah ouais, je veux. Parce que c'est pas encore Lincha. Ah non, elle avait rien fait. Ah, ok, d'accord. Elle était très connue dans les studios parisiens parce qu'elle faisait des chœurs avec Marie-Lou Coupin. Enfin bon, elle avait un petit nom qui circulait. Mais en tant que chanteuse elle-même, c'est son premier truc. Ok, non, t'as lancé Lincha. J'ai lancé Lincha. Ah ouais, c'est long. Elle dit souvent que c'est Keisha. Et c'est vrai que c'est Keisha qui l'a lancé, parce que c'est Keisha qui l'a fait venir dans les séances studio pour le cœur. Mais en vrai, son premier hit qui a fait qu'elle a, voilà, c'est Lova Girl. Putain, encore un truc que t'as fait. Mais sur ce morceau, il y a du vocodeur aussi. Oui, franchement, on a tout mis. On a mis autotune, on a mis vocodeur.
Parce qu'à ce mis- moment, pour replacer, c'est le fin 90, début 2000, ça se fait Exactement. pas en fait. Ça se fait pas, ça se fait. Pourquoi tu t'es dit, allez, Parce que je voulais. Déjà parce qu'il fallait remplir un peu le morceau en vérité. Donc ils se sont jamais croisés, Vincha et Lord City. Ils se sont jamais vus. non. Au studio, ouais. Ils ont Ah, enregistré les deux trucs de manière séparée. Ah ben ça se sent pas du tout, tu vois, Voilà. par exemple. Et puis il y avait des petits espaces comme ça où je trouvais qu'il manquait des liens. Mhm. Et donc je dis, bon, on va rajouter un petit vocodeur, voilà. Mais qu'est-ce qui t'inspire? En fait, tu prends ça où en fait? Ou l'idée? Bon, ça c'est fait déjà, les vocodeurs, ça existait plus dans les années 70. Ouais, mais c'est-à-dire que Mais c'était pas répandu C'est comme. pas répandu, mais quand même, il y avait déjà des trucs. California Love, Ouais, peut-être. exactement. California Love, Backstreet Boys, Ok, Blackstreet. Donc, il y avait plein de trucs comme ça de l'époque, quand même. Et puis, c'est Laurent Romain qui a bossé avec Jean-Michel Rotin, Mhm. qui maîtrisait le talkbox à fond. Donc, Ok. je l'ai ramené au studio et il a fait ça. Et je trouve que c'est un des morceaux que j'ai fait qui a le moins vieilli, quoi. Il pourrait sortir presque Ah non, aujourd'hui. mais légendaire, le couplet de l'autre City, je le chante par cœur, mais je vais pas pleurer, je vais pas te faire de mal. On connaît pas encore ma génération, Ah, ouais. alors que j'étais quand même assez jeune, mais il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip, non. C'est C'est pas voulu, mais en fait, il n'y a Ouais. pas de clip. parce que c'était compliqué de faire des clips à l'époque, ou bien C'était le compliqué budget, de ou... faire des clips avec Co-City, je pense, aussi, Ok, ouais. à l'époque. Parce que lui, il m'a fait ce cadeau-là, mais il était à l'époque, c'était l'autre City, quoi. Ah oui. C'est pas l'autre avec les yeux qu'on a aujourd'hui. Oui, tu vois. oui, non, c'est clair. C'était l'autre City. Il y avait déjà eu Benz. Oui. Ah, bah ouais, tu c'est vois, donc gigantesque. c'est énorme. Et donc, attends, ce qu'il y avait déjà Benz? Oui, je crois. Pas sûr. Non, non, il n'y a pas eu ma Benz. Non, il n'y avait Encore? pas. Non, non. Mais c'était. Déjà quand même C'était le City, big. quoi. Il avait plié la Martinique, c'était fini. Ah, Tu vois, ouais. c'était un peu le précurseur de Kalash, tout ça. Ouais, en non, gros, en termes d'espace occupé. Mhm. Voilà. Et donc, il avait plus rien à prouver. Il était en mode justement de trouver un rayonnement national. Mhm. Et qu'il a trouvé avec NTM. tout NTM, ça, etc. voilà. Et donc, et après, il a fait des trucs en solo. Enfin, Et du coup, tu fais Dieu du Soleil 2, qui est encore un succès. oui, Et, gros succès. et Et combien de temps passe entre Dieu du Soleil et Big Caribbean? à un petit moment. Et qu'est-ce que tu fais entre les deux? Alors, Tu produis pour des gens ou... entre les deux, il se passe un truc, c'est que quand j'arrive au secteur A, Ok. on me signe. Ah, tu es signé au secteur A. Donc, je suis signé en tant que. T'as eu beaucoup de vie en fait. Ouais, j'ai Ok. signé en tant que secteur A, en tant que compositeur, un contrat d'édition. Secteur A, il bosse avec un label qui s'appelle De Label. Mhm. Ils me disent, bon, tu es compositeur, tu signes un contrat d'édition, De Label et secteur A. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive en même temps? Que j'amène dans le label, en fait, parce qu'elle a chanté sur Le Dieu du Soleil, je viens dans le label avec Pierre Lama. Ok. Et Pierre Lama fait fait un album avec Secteur A aussi. Mhm. Tu vois, il y avait un album où il y avait la saxo PR, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une Mais voiture. bien sûr, elle avait une voiture à son nom. Voilà, mais c'est tout légendaire ça. Et voilà, ben, c'est cet album-là qui avait été fait par Secteur A. Et à ce moment-là, Perle et moi, on se croise beaucoup. Ok. Et on devient super potes. Franchement, Perle, pour moi, je la vois toujours comme une des plus grandes interprètes, plus grande voix que j'ai croisée dans ma vie. Sans faire offense à toutes celles-là que je bosse, mais Ouais. c'est la première impression que j'ai eue. Et Ok. la première impression, elle reste assez longtemps. Et donc, du coup, Perle, quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était Missy Elliott et moi, je me sentais un peu Timbaland. quoi. Tu vois, mais c'est vraiment ça. Et du coup, on a développé une espèce de couleur tous les deux, mais qui n'intéressait pas grand monde. C'est-à-dire que les gens qui l'ont signé en France, ils voulaient une zoukeuse, tu vois. Ils voulaient du Emmène-moi avec toi. Oui, tout voilà, comme ça. Soleil, Coco Chico. Voilà, alors que nous, ce qu'on faisait, c'est les sons Baby moi, man. Ok. Tu vois, c'était ça. C'est la couleur qu'on développait. Et donc, on avait des sons comme ça qu'on commençait à faire avec Perle. Mhm. Et du coup, Perle ne pouvait pas tous les chanter. Et un jour, on compose un morceau qui s'appelle Sexy Lady avec Perle. Donc, ça, on est toujours en mode secteur A, tout ça. 1 an, 2 ans, 3 ans après. Ouais, 2, 3, 4 ans après. Et puis Perle me dit, ouais, mais ça, je ne sais pas chanter ça, il faut que je trouve quelqu'un, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et donc, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, il faut que je trouve une chanteuse pour chanter Sexy Lady, parce que je savais que c'était un tube. Je savais que c'était un tube. Et donc je cherche une chanteuse pour chanter Sexy Lady. Je pars sur une idée que j'avais, parce que j'ai vu un clip à la télé d'un groupe de jeunes là, qui s'appelait One Day. Je me dis, tiens, c'est pas mal ce petit groupe de jeunes One Day. Hasard total en fait. Total. Ok. Et dans le groupe One Day, il y avait une chanteuse qui s'appelait Lady May. Lady May. Lady May, exactement. Ah, frère, je connais. Hein. Ouais. Franck. Ouais. Qu'elle trouvait super jolie. Ok. Et puis ben, voilà, je dis, ben, elle va chanter Sexy Lady. Ça va être boum, bam, clac. Du coup, je prends le contact du manager de One Day, Didier Joachim.
qui était mon prof d'SVT. Voilà. Aucun rapport avec Aucun moi. rapport. Je tiens à dire, vas-y. Et je dis à Didier Joachim, ouais, j'ai un morceau là, j'ai écrit ça avec Perle Lama, c'est un tube et tout, je pense que Lady May, elle peut chanter ça et ça. Ouais. Il me dit, ok, ben viens, on a une répétition au Robert, là, cet après-midi, elle passe nous voir. Oui, je dis, ok, je viens, donc je vais au Robert. Je viens, à l'époque, voilà, j'ai mon petit CD, je crois, dans la voiture. J'attends qu'ils finissent leur répète. Ils sont là en train d'entendre, il y a une choriste qui est là, je ne fais pas trop gaffe. C'est Goldie, la choriste. Et puis, il y a Lady May qui vient à la fin de la répète, au bout d'une heure, je suis là, je dis, oui, voilà, j'ai fait un morceau avec Perle, je pense qu'il peut chanter, je fais écouter dans la voiture et tout. Il me dit, ouais, bof. Crazy. Elle me dit, ouais, bof, comme ça. Alors moi, je tombe des nues, parce que pour moi, c'est tellement évident que c'est un tube. Et puis, j'avais tellement visualisé que c'était elle qui allait chanter que je suis un peu déçu. Je pense que ça se voit. Didier Joachim, il me voit là en mode, tu vois, presque dans ma tête. Bon, c'est pas gentil, mais dans la tête, je dis, mais ça qu'avec Moselle, quoi. Je lui amène ce que je fais de mieux. Moselle me dit, mais bof, quoi. Mais sorti là, après, bon. Beaucoup de respect, Lady May, parce que déjà, bon, j'ai eu envie de bosser avec elle. Elle n'a pas eu la vision, ça arrive. Oui, voilà. Et puis, je la remercie grandement d'ailleurs. Parce que du coup, DJ me dit, il me voit. Je suis venu depuis Fort-de-France jusqu'au Robert. Bon, c'est pas comme si j'ai pris l'avion. Mais en Martinique, c'est loin, tu vois. Il me dit, non, mais t'as pas à partir comme ça. Non, je suis désolé, mais non, mais tu vois, elle, là, elle chante super bien. Hein. Tu devrais essayer. Qui a. Magali, ouais, vas-y. Bon là, j'ai pas le temps, vas-y. Bon, écoute, ouais, ben, viens avec elle. Ah, donc sur le moment, même pas. Il m'a dit, ok, je pars aigri. Et puis une semaine après, mercredi après-midi, il vient là où j'ai mon petit studio, à Cluny, chez un pote et tout. Et il vient avec Magali, qui s'appelait pas encore Goldie. Et je lui fais écouter la prod et tout. Et puis elle pose dessus. Et là, waouh. Et puis je la vois, super jolie, tout ça, mimi, ça. Je dis, mais Sexy Lady Goldie, enfin, c'est elle. Ouais. Et puis dans la journée même, on réfléchit, ah ouais, on discute, le cours passe bien. Comment tu pourrais t'appeler? Il me dit, ah ouais, mais ma maman, elle aime bien m'appeler Goldie parce que j'ai les cheveux dorés. Mais non. Tout ça. J'ai dit Goldie, c'est bad. Et puis alors, à l'époque, bon, je te dis tout, mais sa maman l'appelait Goldie avec un Y, je crois, comme ça. Et moi, c'était à l'époque où il y avait l'Humidi. Je sais pas si tu le Lumidi. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, le OO de l'Humidi qui devient sur Babyfly, les O. Enfin bon, bref. Tout filiation, Donc j'ai vu les deux E de l'Humidi, je me dis, ah ouais, Goldie, on écrit ça avec deux E et tout, puis voilà. Et donc à l'époque, elle avait 16 ans, peut-être 17 ans même pas. Et donc elle pose ça. Le morceau est là dans mon ordinateur pendant peut-être presque un an, parce qu'au même moment, j'avais d'autres projets, je ne sais plus trop lesquels, bon, avec sa prescription. Et puis, un an après, quand même, je me dis, il va quand même sortir ce morceau-là, tu vois. Ok. Et puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je monte mon label, en fait, pour pouvoir le sortir, parce que je n'avais plus de structure, je n'avais pas de structure. Donc je monte une boîte, et pour tout te dire, je la monte au début avec 4 personnes, avec 3 autres personnes. Ça a duré 15 jours. 15 autres personnes. Okay. Il y avait Perle dedans. Ok. Il y avait un gars, ça va te faire rire. Il y avait Gilles Desgras dedans. Mais je te jure. Mais frère, tu rigoles. Je te jure. Putain. C'était mon pote Gilles Desgras. Enfin, c'est toujours mon pote. Moi, c'est mon ami pour la vie. Ouais. Et donc, on monte ce label avec ces personnes-là, mais pour des raisons obscures, la banque ne valide pas au moment de déposer les statuts, il faut que la banque valide tout. Et il y a un problème parce que une des personnes avait un problème bancaire. Ça, donc on a dû refaire les statuts. Ça, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais faire tout seul. Ouais. Voilà. J'ai fait tout seul. Et j'ai fait tout seul. Donc j'ai, au bout de 15 jours, mais dans l'esprit, pour moi, c'est un label qui a été monté avec Perle et Gilles. Et voilà. Mais après, un mois après, j'ai dû redéposer les statuts. Et voilà, donc le label a été créé. Et tu fais le label juste pour faire Sexy Lady, en fait. Voilà, juste pour faire Sexy Lady. Okay. Et puis dans la foulée, voilà, on a commencé à faire tellement de feats avec Perle. Donc on fait Sexy Lady, après on fait Baby Moi avec Fuck Lee. Avec Fuck Lee. Et puis il y a un petit jeune qui rejoint la troupe après, qui s'appelait MD. MD, légendaire aussi. Beaucoup d'imagination. Après Goldie, j'étais MD, hop, voilà, avec deux E. Pareil. Pourquoi? Parce que, enfin, comment c'est toi qui as choisi son nom aussi? Non, c'est lui qui a choisi. Okay. Sauf que lui, il appelait MD, les deux lettres, M et D. Ok. Tu dis, ouais, MD, bon, c'est MD, bon, avec deux E. Mais c'est lui qui est venu avec, lui, MD, c'était Madinina, en fait. C'était pour Madinina, DJ ou Madinina, un truc comme ça. Voilà. Et donc, MD venait de
il avait posé sur une compile, ça a bien marché à C'était l'époque. Génération Dancehall. Voilà. Madinina, Madinina. Madinina, yeah, ouais. Ouais. Mais donc du coup, tu fais Sexy Lady et un an après, tu décides de monter le label, de Voilà. sortir Sexy Lady. Donc tu le sens? Je le sors sous une forme qui était inconnue encore aux Antilles, c'est la forme de single. Ok, ça faisait pas trop en fait. Pas du tout. Ok. On fait des singles sous forme de disque laser avec un titre, deux titres. La version instrumentale, la version machin, Ah. et tout ça. J'ai fait ça pour Baby Moins, mais avant d'être PA. J'ai fait ça pour MD, je kiffe cette girl. J'ai fait ça pour. J'ai fait 3-4 singles comme ça. Ok. Et puis ça a marché, quoi. Ça a vraiment marché. Bon, les marges n'étaient pas exceptionnelles, tu vois, parce que ça ne se vend pas très cher et tout, mais. Voilà, on était connus au début pour le label qui avait lancé les singles. Les singles. Voilà. Et c'est avant la crise du disque. Avant la crise du disque, ouais. Ok. On a eu même le temps d'en profiter un peu. Et puis voilà, et puis bon. Parce que Sexy Ladies, c'est vraiment un tube aussi quoi. Gros tube. C'est-à-dire que Avec là... l'autre City que j'ai rappelé. Ah ouais ouais, Alors, c'est le remix ou bien c'est la Non, version? c'est la version de base. Ok. Voilà. Donc tu te dis, il manque un peu de Voilà. testostérone. Ouais, c'était le côté toujours Jarou, la Shanti, Ouais. la grosse voix. Mais avec justement, la c'est petite intéressant. fille. J'ai cru voir dans une interview que B-Caribbean, de base, c'était un peu R&B, Oui, machin. voilà, je suis un enfant de BET, quoi, tu vois, de 106 and Park, l'émission qu'il y avait sur BET quand tu rentrais de l'école. C'était le top de BET. Donc je regardais ça tout le temps. C'était les clips de Brandy, les clips de Usher, Ok. les clips de tout ça. Et je regarde ça tout le temps. Donc j'avoue que j'ai une grosse influence R&B à cette époque-là, à l'époque de Goldie. D'ailleurs, le rhythm de Sexy Lady est très influencé par Truth Hurt. Ok. Tu vois, c'est le petit copain indien. Tu vois, Ouais, je me rappelle. voilà. Ça, ouais. Et donc, ouais, c'était vraiment le beat de R&B, quoi. Ok. Et puis, qui a pris son sens, parce que aussi, quand tu lis B-Caribbean, tu comprends surtout Soyons Caribéens. Oui, bien sûr, oui. Et donc, moi, j'aimais bien l'idée de revendiquer le côté caribéen, d'être caribéen, quoi. Parce que en étant caribéen, j'avais vite compris aussi que on n'avait pas de limite, quoi. On pouvait faire du reggae, de la dancehall, du zouk, du R&B, que toutes les musiques qui nous plaisaient, Ouais. en fait, c'est caribéen. Ok. Tu vois. Et que donc, c'est une manière, voilà, de s'approprier un petit peu toutes ces influences-là, quoi. Et est-ce que Baby Fly, ça arrive juste après Sexy Ladies ou est-ce qu'il y a du temps qui passe? Est-ce que MD, c'est en même temps? En fait, tu fais tout ça en même temps, quoi. Ouais, tout ça en même temps. Alors là, je suis très nul pour mais je sais que c'est en même temps. Ce qui se passe, c'est que... alors, premier truc, c'est que Goldie, c'est gros succès, une grosse demande. Il y a quelqu'un de Universal, visiblement, qui repart de Martinique avec le single physique de Sexy Lady et qui m'appelle en me disant il faut que fasse quelque chose avec ça, Ok. va signer. Cette personne s'appelle DJ Cost, qui avait une émission sur Énergie Ok. France. Et donc il m'a dit ouais, je vais la signer, viens, on fait un contrat de licence, c'est-à-dire tu restes producteur, mais on va s'occuper de la promotion, de la distribution. Viens dans mon bureau parisien et tout ça. Et donc là, je vais à Paris, pas loin de la radio Énergie, j'ai l'impression d'avoir touché un truc là, tu vois. Ouais. Je me dis ça y est, je vais dans le bureau du gars. Bon, et puis en fait, il me présente un contrat bidon, tu vois. Ok. Il pensait que peut-être que je ne savais pas lire, mais malheureusement, je connais les contrats. Et un contrat bidon que j'ai été obligé de refuser. Alors, mais c'est intéressant parce que il y a beaucoup cette discussion de c'est quoi ce contrat, machin, le contrat. Enfin, toi, tu es en avant sur ton temps, encore une fois, parce que tu as la formation pour ça. Ouais. Là où de plus en plus les artistes commencent à dire oui, le contrat, on m'a pas respecté ce contrat, machin. Qu'est-ce qui était bidon dans le contrat sur le coup? Alors, le fait que je ne pouvais rien faire pendant un grand moment, les pourcentages, surtout les pourcentages. Ok. On te dit que les contrats de licence, à l'époque où je ne sais plus comment c'est maintenant, parce que je fais tout seul, mais les contrats de licence, on te dit que c'est entre 18 et 25% du prix de gros acte Ok. que tu gardes pour toi. Ok. Et le gars, si je vais écrire 12%, tu dis, mais attends, avant que tu parles, avant que tu parles. Ouais. Et donc du coup, je dis, non, arrêtons ça. Et le gars, bon, il a voulu refaire le contrat devant moi, machin. J'ai dit, mais non, c'est vraiment sérieux, machin, mais bon, voilà. Ah ouais, tu t'es dit, même si tu n'as pas voulu renégocier en J'ai fait. pas voulu en négocier, j'étais vexé, je suis reparti de là, en mode, moi, Tu es impulsif. ouais, je suis un peu, voilà, je suis pas là comme ça, mais quand ça part, ça part. Ok. Et ouais. Morane qui valide en off. Non, mais c'est vrai. Et donc, je me rappelle ce rendez-vous-là, je suis parti en mode, bon, il a voulu se foutre de ma gueule, il m'a pris pour un Timwaka, là. Ok. Et donc, du coup, voilà.
j'avais déjà ce petit regard un petit peu... j'étais un petit peu... je regardais, donc j'étais, comment on dit ça, attentif à la manière dont on nous percevait. Ok, tu veux dire nous les Antillais. Nous Antillais. Ok. Parce que j'avais remarqué souvent que beaucoup d'artistes antillais qui signaient en France, ça passait pas. Que le regard changeait. Et que on était souvent obligé de passer, bon ça c'est autre chose aussi, mais tu vois d'où on vient, les Antilles, où on est machin, on était souvent de passer par la case urbaine banlieue pour pouvoir exister sur la scène nationale. Ok. Ce qui ne correspond pas à tout le monde. Tu vois, donc voilà, donc je me suis souvent méfié et du regard, et puis du respect, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu me prends pour un petit gars qui va arnaquer, ou on est d'égal à égal, voilà. Et donc ces deux trucs-là ont fait que j'ai refusé beaucoup de deals. Soit le côté urbain, c'est-à-dire qu'on veut faire de gars qui viennent du soleil, des Antilles, comme disait Easy dans Black Massive. Moi j'adorais le premier morceau de One Day que j'ai connu, Black Massive au soleil. Ouais. Les gars de Nina se prennent pour les gars de Sarcelles. Les gars de Sarcelles, ok. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la même réalité. Quand j'allais au secteur moi c'est le choc des cultures. Tu vois, c'est-à-dire que ok, on est là, c'est vrai que c'est une boîte en entre noir, avec quelque chose de très puissant, de voir un label géré uniquement, tu vois, par des noirs, il faut dire le mot, tu vois, c'était vraiment fort, quoi, je me sens bien, mais il y a quand même, une fois qu'on a dit ça, un choc de culture, le côté urbain, bitume cité, avec le côté la playa, barbecue, les strings sur la plage le dimanche avec les choux, tu vois. Ok. Donc il y avait deux côtés comme ça, et je trouvais, jusqu'à maintenant, pour tout te dire, j'ai jamais trouvé le regard en Asio qui correspond à ce qu'on est vraiment. C'est pour ça que dès que Admiral a fait son premier succès en France, on l'a mis avec une chose qui s'appelait Pearl, après on l'a mis avec Jams, que Fanny G on l'a mis avec Mokobe. Il y a toujours son côté, il faut que tu sois validé par aucun truc. Que Goldie, que j'ai eu après la chance de signer en major pour un album qui n'est pas sorti. Il était question de faire un remix de Babyfly avec Soprano. Tu vois. Ah ouais, rien à voir. À l'époque, moi je connais que dalle, mais je disais, mais Soprano, mais qu'est-ce qu'il va foutre sur Babyfly? Mais non, j'en veux pas. J'avais dit non, et puis le truc avait traîné, et puis du coup, bon, j'ai récupéré l'album. Par rapport à ça? Ouais. Ok. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Toi, t'es vraiment dans... Non. C'est vraiment, il n'y a pas de négo de... Allez. Si, on peut négocier, mais tu vois, nous, bon, on n'était pas non plus... Tu vois, moi, je voyais plus, on voyait le signer en major. Je me dis, bon, c'est vous faire des trucs qu'on ne peut pas faire nous. Sinon, on reste nous. Donc, on a signé là, les gens déjà, le featuring. Quand on arrive à là, il dit, il faut faire un featuring. Déjà, ça commence à m'énerver. Déjà là, bon, je dis, ok, je veux bien attendre le featuring, mais alors qui? Parce que c'est pour me dire, bon, Soprano, que je respecte beaucoup, mais on va mettre Soprano à l'époque, en plus, qui était vraiment très urbain, c'est pas le chanteur. Ah ouais, Soprano à l'époque, c'est mélancolique anonyme, il pleure, il n'a pas du tout rien à voir avec Babyfly. Voilà, donc je me dis, bon, donc moi je dis, mais non, mais nous, je sais pas, on veut Sean Paul. On a un truc un peu qui reprend pour le Diwali Redeem, sur Babyfly, mais nous, un truc comme ça, bon. Ou bien Admiralty quand même. Ou Admiralty, on reste entre nous de ça. Bon, ils n'ont jamais trouvé. Le mec qui nous avait signé a été viré. Donc, du coup, l'album est resté dans les tiroirs. C'est un regret, ça ou pas? Parce que Babyfly, enfin Goldie, en général, tu vois, et j'ai vu l'émission que tu faisais où vous étiez en voiture, etc. Et elle dit, des fois, je me dis, est-ce que j'aurais pas pu plus pousser? Parce que Goldie, c'est vraiment, allez, le produit bankable, comme tu dis, jolie fille. Elle a les singles, le producteur croit en elle et tout machin, elle a déjà des hits. Donc est-ce que des fois tu te dis, putain, cet album-là, si ça se trouve, la meuf ce serait devenue un phénomène et ça... Ouais, mais c'était pas elle en même temps. C'était pas elle, ça ne correspondait pas. Tu vois, au moment où on fait Babyfly ou Sexy Lady, elle est en prépa littéraire. Elle bosse comme une malade, elle a un parcours scolaire premier plan. Elle est jolie, mais c'est pas que ça. Elle a une tête. Ses premiers singles, c'est des textes écrits par Pearl. Donc, Babyfly, Sexy Lady, les trucs un peu légers. Michou bronzé, du soleil. On se dit, bon, on a compris le produit et... Une seule dimension. Les gens qui ont compris ça tout de suite, ils veulent signer, ils veulent. Et en fait, comme Goldie, c'est plus ce qu'on a fait par la suite. C'est-à-dire les morceaux comme Un rêve, une idée, chaque jour. Elle a commencé à écrire ses textes, un peu plus philosophiques, un peu plus profonds. Mais en même temps, c'est grâce à ces textes-là qui fait qu'elle est encore là aujourd'hui. Parce que c'est un album qui a touché les gens, avec des singles certes forts, mais aussi avec des textes que, tu vois, quand on fait les concerts Bicaribiennes, moi je vois, hein,
les gens, comment ils réagissent sur ces textes-là. Et donc, il y avait quelque chose, une dimension que Goldie avait un peu profonde qui n'était pas bankable en fait. Et pour tout te dire, même au niveau local, hein, c'est pas exclusivement au niveau national, hein, c'est-à-dire qu'elle a eu ses succès. Sex Lady Babyfly, j'avais fait un post Facebook. Tu sais, Facebook te remet toujours des statuts que tu as fait il y a 10 ans, 15 ans. Ça, ouais. Et puis j'avais fait ça. J'étais rentré en clash avec Trace FM et Captain Joe. Bon, c'était pas notre premier clash, ça ne serait pas le dernier. Même si à l'époque, voilà, Captain Joe, mais que j'aime beaucoup, Ouais. on a beaucoup collaboré. Mais c'est vrai que moi je porte des projets, tu vois, je les produis, je les compose, je les réalise. Donc je porte des projets, j'ai la vision. Et quand j'ai fait l'album de Goldie, j'ai envoyé l'album à Trace. Et puis ils m'ont dit, mais il n'y a pas de single là. Ok. Les gars, ils s'attendaient à du Babyfly, Sex Lady. Moi, je viens avec des morceaux comme guitare acoustique chaque jour, et puis ça part merengue, et puis avec des violons, un morceau en 3 temps. Sachant que, donc, du coup, ça, c'est avant ce que j'appelle la période Easy Kenenga. Parce que pour Exactement. moi, en fait, Easy a permis aux gens d'être pas des artistes, mais d'être eux-mêmes, tu vois. Exactement. Mais en fait, compte, c'est exactement ça. C'est avant la période d'Izzy Kenenga, mais tout a été expérimenté sur l'album de Goldie. Ok. Le côté acoustique est arrivé en premier sur l'album de Goldie, dans un studio. Voilà, alors l'album, pour que tu comprennes, je signe Goldie en major chez EMI, Ok. gros label, ils me disent ok, maman, on a tout compris, clac, c'est après Pointe des Nègres, qui était encore un petit peu dans le côté caribéen, Tropical, mignon, reggae. gentil, mignonne et tout. Pointe des Nègres, c'est quoi? C'est Goldie qui quitte la Martinique pour faire ses études. Elle fait ça, donc elle est à Paris, commence à bosser à Paris et tout. J'arrive avec mes propres moyens à faire que ça passe sur des télés, ça passe sur Ado FM, Ok. et ça passe sur une télé qui s'appelait Virgin, enfin non pas, bon, une télé du câble, tu vois, genre MCM, un bail comme ça. Et ça passe sur ça. Et là, j'avais déjà commencé à démarcher, parce que voilà, je commençais à avoir des contacts maison de disques. Il y a un mec de la maison de disques qui me dit, eh, mais tu t'es bien débrouillé, Goldie, là. J'ai vu le clip passer sur tel chez machin, et puis je l'entends sur Ado. Viens nous voir et tout, machin, tout ça. Je vais les voir, clac. Le mec, il me dit, non, mais moi ça m'intéresse, hein, écoute, on signe et tout. Bon, je te la fais vite. On signe un beau contrat d'artiste pour l'album. On a des beaux moyens. À ce moment-là, je fais l'album que j'ai en tête, que je veux. Mais qui n'est pas tout à fait l'album pour lequel ils ont signé. Moi, je suis un peu relou pour ça. avec Perle aussi, tu vois. Ouais. Perle, quand il a signé chez Because, j'ai fait la moitié des morceaux. Après, ils m'ont vite de côté pour faire des morceaux plus zouk. Parce que, Ouais. voilà. Et ben, Goldie, c'est pareil. Il voulait un style de morceau et moi, on me donne les moyens. Avec mon ami Victor O, qui, comme il te l'a dit, avait une expérience de label, parce qu'il avait monté ce label. Ouais. Il me dit, tu sais quoi, sors de Paris, je t'emmène dans un studio d'un pote qui est en Belgique. Il a un studio, machin, on passe 15 jours là-bas. Il a son studio en haut, il y a un Airbnb à côté, il fait à manger, tout ça, on fera comme un petit truc. Ouais. J'emmène Magali Goldie là. Victor, il a d'ailleurs, il a des traces vidéo de ce moment-là qui sont ouf. Et donc, je fais l'album, le gars de Virgin prend le train une fois par semaine, voir ce qu'on fait. Puis je sens bien que le gars, il est un peu inquiet, quoi. Je lui fais écouter des morceaux. Je dis, ouais, je fais venir des violons et tout. Ah ouais, là, je fais venir des cuivres et tout, écoute-moi ça. Ah ouais, c'est original. Mais ok, non, mais je reviens la semaine prochaine et tout. Bon. Et puis ce gars-là, quand même, qui nous avait signé, qui nous avait donné des beaux moyens, il se fait virer, pas à cause de nous. Hein. Il se fait virer, et du coup, je n'ai plus d'interlocuteur au sein du label. Et quand j'ai fini l'album, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Tous ceux que je connais sont virés. Ça commence à un peu la crise. Et donc, l'album dort dans les tiroirs, fini, tel quel. Et pendant 6 mois. J'essaye de le placer ailleurs, impossible. L'album est signé chez Virgin, voilà. Du coup, je prends un avocat qui réussit à me faire récupérer les bandes, les fameux masters, donc il faut toujours rester propriétaire. Ouais. Je redeviens propriétaire des masters, avec un album que j'ai produit avec l'argent de Virgin, donc j'ai rien sorti de ma poche, mais les masters sont à moi. Ça, quand même, ok. En plus, on me donne des dommages intérêts parce qu'ils n'ont pas sorti l'album qu'ils devaient faire. Donc à ce moment-là, je ressors avec un album fini, des sous, et un album qui m'a rien coûté. Ok. Et donc, je sors l'album de Goldie tout seul, Ok. Babyfly, Ok. boum, carton. Et puis le reste de l'album, Babyfly, non, c'était un single avant, voilà. Et le reste de l'album, bah, c'est des morceaux un peu acoustiques, quoi. Et des morceaux un peu acoustiques. Et cette couleur acoustique, en fait, c'est ce qui a marqué le début
de la deuxième vague bicaribéenne, l'arrivée d'Easy, l'arrivée de Victor O, l'arrivée de Stevie Mai. Et là, à mon niveau, c'est plein de techniques d'enregistrement que je ne faisais pas avant. Prendre une guitare et mettre un micro pour l'enregistrer, alors qu'avant, je la branchais sur la carte son, et puis je jouais. Et puis à Goldie, j'ai appris que non, il faut mettre le micro là, enregistrer la guitare là, et puis comme ça, le micro enregistre tous les airs qu'il y a dans la pièce. Et il y a une espèce de chaleur, et j'ai créé un son acoustique qui me plaisait de plus en plus. Et au moment de produire l'album de One Day... Alors, donc c'est le deuxième album de One Day. Voilà, qui n'est jamais sorti. Ok. Et non, le troisième. Ok, troisième, ok. Voilà, One Day, donc ils ont fait 2 albums sans moi. J'ai fait, sur le deuxième album, j'ai fait 2 prods, comme on dit, mais c'était toujours produit par DJ Joachim. Et puis après ça, ils m'ont dit, ouais, on veut que ça soit toi, on veut que ça soit d'être dans BKGB1 et tout, machin. Je l'avais fait poser sur une compile, voilà. Mais sur quoi il y a Bad? C'est une compile BKGB1. Ok, d'accord. Voilà, j'avais fait une compile et tout. Et donc, j'ai fait l'album de One Day, qui était, alors les One Day étaient des gars, ils écoutaient à fond du crunk, ils écoutaient du hip-hop, ils avaient tous leur style. Ouais. Easy, qui pose machin comme ça. À ce moment-là, j'ai fait toutes les maisons de disques avec l'album de One Day. Il y avait un morceau guitare-voix sur l'album. Easy m'avait fait ça comme ça. Ouais. Il s'appelait Ils mettent le feu aux bagnoles. Un morceau guitare-voix, mais tout le reste c'était des grosses prods, crunk, R&B et tout. J'avais dans toutes les maisons de disques et tout. J'avais des bonnes entrées. Tout le monde me dit ouais, c'est sympa, comment parce qu'il dit, machin. Et puis, le gars me dit, waouh, le morceau guitare-voix là, ça c'est fort, ça c'est original. Là, ça c'est nouveau. Mais bon, il m'a pas signé pour autant. Mais, donc je revenais de mes rendez-vous de maison de disques, j'avais le groupe Pandey qui était là, et je faisais mes petits débriefs. Je disais, bon ben non, c'est pas bon aujourd'hui. Par contre, ils ont beaucoup aimé ce morceau-là, et tout ça. Bon, bref. Et puis pour une raison X, le groupe, au moment où l'album devait sortir, s'est séparé. Ok. Mais vraiment au moment, c'est-à-dire, pour tout te dire, le matin du clip, ils sont pas venus. Mais non. Le groupe s'est splitté le matin du clip. De single qui est jamais sorti. Des singles qui n'est jamais sorti. Et là, je me dis, bon, on va arrêter avec ça. Sauf que Easy, j'avais déjà une vibe avec lui. Parce que c'est lui qui portait la vibe acoustique, évidemment. Tu vois, c'est lui qui savait jouer la guitare. C'est lui qui avait fait le morceau dans les maisons de ça avait dit ça. Moi, je venais de faire l'album avec Goldie. Je commençais à kiffer cette vibe acoustique aussi. Donc tout s'est mis en place presque naturellement. Et la couleur acoustique s'est imposée. C'est-à-dire que Easy, il m'a commencé à me faire écouter plein de morceaux. Il m'a fait écouter Papet, il m'a fait écouter Truc de Fou. Il m'a fait écouter, tu vois, plein de morceaux comme ça. Je me suis dit, ok, là on tient un truc. Et donc, voilà, naturellement, parce que ça correspondait peut-être à mon âge aussi, tu vois, parce que tu vois, à un moment donné, j'étais plus en âge de regarder One Oh Six and Park. Okay. Donc j'aurais d'autres choses. Et la couleur acoustique s'est imposée. Donc d'abord l'album de Goldie, après l'album d'Easy, après l'album de Victor O, après l'album de Stevie Mai. Ok, donc tout ça, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne en, parce que en 2 ans. l'album d'Easy 4-Up, Ouais, 4 c'est vraiment un Raz-de-Marée. Oui. En Martinique, c'est-à-dire que est-ce que tu ressens, vraiment, parce que je l'ai eu en interview il y a, ça fait 2-3 ans déjà, mais ça a vraiment changé quelque chose. C'est-à-dire que c'est devenu l'enfant du pays. Ah, il dit des choses. Toutes les générations. Ouais, est-ce que comment tu l'as vécu ce moment-là? Déjà, il faut rendre à Easy ce qu'il y a à Easy, c'est que Easy, il a fait un travail de fond sur ses morceaux tout seul pendant longtemps. Mais c'est parce que sur cet album, tu es producteur, mais tu composes pas sur cet album. Alors déjà, composer avec Easy, c'est très compliqué. Okay. D'une base. C'est-à-dire que la seule compo que j'ai sur l'album d'Easy, le 1, c'est parce qu'il m'a plagié. En gros. Et qu'il s'en est rendu compte. Okay. Il dit, merde, j'ai pris ça, mais c'est toi qui avais trouvé ça, bon ben ok, on le co-signe. Okay. C'est Madinina Number One. Ok. Voilà, un bon morceau aussi, quoi. Voilà, il reprend une mélodie, Madinina, c'est une mélodie que j'avais sur un morceau qui était sorti. Oui. Et puis il a repris ça. J'ai dit, mais tu sais que c'est ma mélodie, bon, on l'a signé. Mais en gros, c'est moi qui ai fait tous les arrangements. Ok. Il venait guitare-voix. Et je posais, et je faisais tous les arrangements autour, on discutait ensemble, je disais, ouais là on va mettre ça, ça. Je rajoutais des guitares, des basses, voilà. J'ai produit au sens américain l'album, et puis au sens français aussi, en mettant les sous. Mais donc oui, donc Easy il a déjà fait un travail, il était étudiant, et il jouait toutes les semaines dans des petits clubs, dans des petits bars, dans des cafés, et puis il avait réussi déjà à fédérer une communauté, je ne sais pas, de centaines, voire de milliers de personnes qui connaissaient ses morceaux avant même qu'ils soient sortis. Ok. C'était le roi de la viralité, Easy, avant même que ce mot existe. C'était le buzz avant le buzz. Voilà, Easy, franchement, il a inventé le buzz, quoi. Tu vois, quand il faisait ses trucs... les flash mobs, les flash mobs, tout ça, c'était vraiment le roi de ça. Et que, donc, pour moi, j'avoue que
il a rendu mon travail de producteur facile, quoi, Easy. Parce que on fait les morceaux, je produis l'album, je trouve la couleur. Je ne vais pas minimiser mon rôle parce qu'il fallait quand même bien trouver quand même la couleur générale de cet album, les arrangements et tout. Et on sort, et là je me rends compte qu'il y a toute une communauté qui lui ressemble, de la même génération que lui, qui connaît déjà les morceaux, qui se l'approprie. En même temps, c'est le début d'Internet. Enfin, le début, oui, le début vraiment de la force, quoi. Donc les gens, ils repartagent ça, ils s'envoient ça à droite, à gauche et tout. Et donc, il n'y a qu'à observer, quoi. Okay. Le truc est devenu très vite... voilà, les gens, j'ai juste donné ce que les gens attendaient, ce qu'Easy avait déjà préparé. Voilà, et comme j'étais bien placé à côté d'Easy pour pouvoir l'accompagner, ben, on a vécu cette aventure-là ensemble. Et effectivement, ça a pris tout de suite. C'est-à-dire que, après, avec le recul, je me rends compte que c'est énorme, mais sur le coup, ça nous paraît juste la continuité de ce qu'on fait. Pour moi, c'est normal, tu vois. Tu sais, moi je les vois parce que moi je suis vraiment le game, genre ouais, les nouveaux artistes, et moi je vois le Easy Kenenga, et genre tu peux rien faire, c'est-à-dire que le gars il est devant ton visage, parce que moi par exemple, la vérité, j'écoutais pas. C'est pas du tout mon délire, moi aussi à cet âge-là, je veux du brûler des gens, il faut être violent, machin, etc. Et le gars avec sa guitare, n'ayez pas peur, l'espoir, ne me parlez pas du tout de ça. Mais je peux rien faire, t'es obligé, tu vois, par paix, je peux le chanter, alors que je l'ai jamais écouté. Tu vois, ouais, c'est... Et puis, il arrive avec une couleur qui était différente, tu vois, tu peux pas être en concurrence avec Easy. Et comme je dis souvent, il a lancé, par exemple, un parallèle que je fais souvent, pour moi, s'il n'y a pas Easy Kenenga, peut-être que je me trompe totalement, mais il ne peut pas y avoir Missy Sadiq après. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pas possible en fait. Exactement. Tous ces tics MJ, tout ça, c'est comme si c'est une sorte de filiation. Mais il le lui rend bien. Oui, je suppose. Quand Easy... franchement, Easy, c'est quelqu'un bon, de très humble, mais de très respecté par tous les gars de la scène reggae dancehall, hip-hop, rap, trap. Enfin, tous les gars, aussi durs soient-ils, ils vont te dire... Moi, j'ai vu des gars, tu vois, moi j'ai vu les Young Chang tomber dans les bras d'Easy, tu vois, les Macho White, j'ai vu Kalash, j'ai vu Admiral, tu vois, Admiral a un respect pour Easy, mais qui est sincère, tu vois. Moi je vois tous les gars, et puis là je te parle de la scène urbaine de ça, mais puis même la scène plus musicale, d'où je viens, les trucs à la Dieu du Soleil, tout ça, on vient un vrai respect parce que c'est un musicien, c'est un mélodiste, donc voilà, tu peux pas ne pas respecter Easy, tu peux ne pas être... Oui, tu peux ne pas kiffer, genre écouter ce machin. Tu vois, mais tu es obligé de respecter. Le gars, il vient sur une scène avec sa guitare, il chante et puis voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Non, moi j'ai déjà vu Easy. Non, mais qui peut faire ça? Avec une guitare, faire 4000 personnes, faire plus de mouvements, que si tu as des basses, des batteries et tout ça. Voilà, bon, lui, ça lui demande beaucoup d'énergie, mais il pourrait faire que ça. Il n'aime pas parce qu'il aime bien avoir son band derrière lui, faire des gestes pour dire one blow. C'est le côté reggae. Mais il pourrait, avec sa guitare, il le fait très bien. Il pourrait faire un stade de Dillon avec sa guitare et je suis sûr que ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait. Mais d'ailleurs, c'est je dis parce que par exemple, je suis dans un clip d'Easy, vous êtes venus, vous avez fait la vidéo ensemble, vous avez vraiment une relation de travail fusionnelle et tout. Alors Easy, c'est mon alter ego créatif. Vous ressemblez presque, il y a un truc en plus. Oui, non, nous avons pris pour des frères. C'est souvent parce que quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, ah mais est-ce qu'il n'y a pas un truc en fait je sais pas, mais est-ce que tu as un souvenir avec Easy parmi, ça fait plus de 10 ans ah, oui. Où tu t'es dit, ah ouais là on a vraiment accompli un beau truc quoi. Il y a tellement de fois avec Easy, comme je dis, c'est mon alter ego créatif parce que on est connecté sur plein de trucs, la vidéo, Internet, la musique, voilà. Et je me rappelle la première fois qu'on a vraiment compris qu'il y avait un truc qui se passait, qu'on était à la même longueur d'onde. J'habite à Ménilmontant, j'avais un studio comme là, dans mon salon. Voilà. C'est déjà ces mêmes enceintes-là d'ailleurs, que je fais ramener de Paris. Et il arrive chez moi un vendredi, on va dire, à 18h pour bosser un son. Il loupe le dernier métro et il repart le lendemain à 9h avec un clip. Ok. On a fini et le son et le clip. Et ça s'appelait... Question de time. Ah, on a une fan ici, attends, c'est Question de time, qui est toujours sur YouTube. Bon, un clip fait avec une webcam, mais vraiment de qualité, franchement, je ne renie pas. C'est un clip qui n'est pas sorti de forme de single, il le fait beaucoup en concert et tout. Mais voilà, il est venu chez moi, j'ai trouvé la guitare, clac, boum, il a trouvé un texte, ok, on enregistre, boum, pendant que je fais les arrangements,
il continue d'écrire le texte. Quand il a fini d'écrire le texte, boum, je dis clac, on filme. Il dit, regarde ce que iTunes, regarde ce que iMovie a comme effet. Pendant que je mets ça, ah ouais, ça déchire, maman, malade. Clac, pendant que je fais ça, le lendemain matin, on a un clip, quoi. Avec Easy, c'est que ça. Ok. C'est-à-dire que quand on est tous les deux, ça peut partir de rien. Et voilà, enfin, avec Easy, on a fait des clips. On est partis tous les deux avec un drone qu'on a acheté juste avant de prendre la voiture. J'ai jamais fait de drone de ma vie. Ouais. Pour faire le clip de Allez viens, par exemple, où il est dans plein de décors différents. Voilà, on prend un drone, on prend une voiture, on a l'idée du clip et puis on y va. Et donc, pendant qu'on est dans la voiture, je lis la notice pour le drone. Premier plan de drone, j'ai failli le cracher, voilà. Et puis le clip serait fini. Enfin, il y a que des histoires avec Easy où voilà, on est deux geeks, quoi. Et une autre relation fusionnelle que tu as, du coup, c'est avec Victor. On va mettre votre historique Bicaribian qu'il a si bien raconté. Mais il faut qu'on parle d'une imposture avant. Ah bon? Parce que, attends, Pourquoi? tu t'appelles pas du tout Victor. Ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes recherches Victor O, machin, ah, il s'appelle même ni Victor ni O. Ni O. Alors, ça vient d'où? Est-ce que tu peux, pour là, en exclusif, je suppose que tu as déjà expliqué. Ouais. Mais pourquoi Victor O? Victor O, parce que je suis le cinquième d'une fratrie de 5 garçons. Mhm. Et le quatrième venait 5 ans avant moi. Donc j'étais vraiment le plus petit, le protégé, le mec qu'il fallait pas toucher Ok. dans la maison, tu vois, bref. Ok. Et mes frères essayaient de trouver une manière de me faire pleurer sans avoir dit qu'ils m'ont bousculé ou tapé ou machin. Ok. Et donc j'ai un de mes frères, Gérard, un jour, le numéro 3, il vient, je vais avoir 5 ans. Il me dit, tu sais, tu es pas notre petit frère. Mhm. Tu as été adopté, tu es un petit Brésilien. Et ton vrai nom, c'est Victor Orebon. Ah, comme ça. Il t'a sorti ça? Voilà. Bien sûr, j'ai pleuré, tout ça, mais T'avais quel âge? je vais avoir 5-6 ans. Ok. Donc, et pendant longtemps, ça a été un running game. Gag. Ouais. Running gag avec, à la maison, tu vois. Mon frère, il m'écrivait à Paris, Monsieur Victor est bon, chez Monsieur Emmanuel Valère. Ok. Tu vois, donc c'était un truc, voilà. Ah, c'est vraiment resté très Ouais, longtemps. et quand j'ai pensé à faire une carrière en solo, Mhm. j'étais fan de certains artistes qui avaient des doubles artistiques, comme David Bowie, qui avait Ziggy Stardust, comme il y a M, qui avait créé des personnages comme Prince. Mhm. Et donc, je me suis dit, bon, on va trouver un pseudonyme aussi. Ouais. Et donc, j'ai pris Victor O. Et c'est resté, Et c'est parce resté, que et du ça m'a coup, porté chance. ton premier morceau vraiment professionnel, tu le sors à quel âge? Mon premier morceau. Parce que moi, je te découvre, t'es déjà un adulte, quoi. Ouais, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que ma carrière commence à 40 ans. Au moins, j'ai du succès. Mais en fait, moi, j'ai une carrière de bien plus longue que ça. Ok. Et, voilà. Et mon premier morceau, je le sors, je dois avoir 21 ans. Ok. Ouais. Donc même, c'est-à-dire que t'as vraiment gardé ce Victor O pendant très très longtemps. Non, Victor O, c'est venu après. Ok. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je me suis dit, bon, je m'occupe plus des autres. Avant, je faisais de la production, j'avais Ok. mon label, tout ça. Bon, à un moment, j'étais un peu gonflé. Je me suis dit, je m'occupe de moi. Ok. Et voilà, j'ai pris le pseudo Victor O pour faire ma carrière solo. Voilà, et on t'a tous découvert sous le nom Victor O. Et Ouais. là, on voit le logo Bicaribian derrière nous, le fameux logo. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Joël Jacoulet? Comment tu intègres le label, la team? Alors, Joe, c'est une rencontre en deux parties. Ok. La première partie, c'est une partie qui est presque familiale, en tout cas amicale. C'est que son père mon père et sa mère étaient amis. Ok. Et donc, je connais Joe depuis qu'il est tout petit. En fait, on se fréquente sans avoir été proche. Parce que moi, je suis l'aîné. Ok. J'ai quelques années de plus que lui. Donc, quand il était petit, il y avait une vraie différence. Et puis, à l'époque où j'avais mon label à Paris, Mhm. lui, il commençait l'aventure Bicaribian et de la Ok. prod un peu après avoir fait Duo du Soleil chez Sectora à l'époque. Et il cherchait des contacts dans les majors, que je connaissais très très bien à l'époque. Ok. Et donc, je lui ai donné des petites passes pour... voilà. Et puis, après, moi, mon label a pas marché. Donc, je suis... pour plein de raisons, voilà, je suis revenu aux Antilles. Et quand je suis revenu ici, on a commencé à avoir des discussions sur l'économie d'un label. Ok. Et donc, de ces discussions-là, Mhm. est née la deuxième phase de Bicaribian, parce qu'il y en a eu une première.
et notre association, parce qu'on travaillait que sur du business en fait. Puis à un moment, j'ai fait un morceau à Boubacar. Il m'a dit Joël, bon, Joe, j'ai un morceau là, je sais que. J'ai un morceau, tu sens quand j'ai un. Quand t'as vraiment un truc, quoi. Ouais. Voilà, et c'est la prod qu'on a faite sur Aboubacar qui a déclenché notre collaboration artistique, qui a fonctionné tout de suite en fait. Ouais. Okay. Nous, on a vraiment un truc d'alchimie qui s'explique pas. Et voilà. Et c'est de là que du coup démarre l'album Revolution Caribbeana. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait Aboubacar. Entre-temps, je fais Maman m'a dit pour la compilation L'héritage Mona. Ouais. Voilà. Qui me fait avoir comment dire ça, un contact populaire direct. Moi qui était quand même en vérité un négropo, j'aime pas trop ce terme-là. Mais un antillais de Paris, parce que je revenais de 27 ans de vie parisienne à Créteil. Donc ça m'a mis tout de suite en phase avec la Martinique populaire. C'est vrai que quand tu arrives, quand je te vois à l'écran, du coup, bon, ma maman m'a dit, bon, je sais pas lequel je vois en premier, mais je me dis, tout de suite, c'est un artiste du pays comme si ça fait super longtemps que t'es là. Alors que non, en fait, non, avant, j'étais dans le hip-hop, j'ai fait des trucs avec Django Jack, avec Sandy Cosette à l'époque. Enfin, vraiment, j'ai fait l'album de Clémentine Célarier, des choses complètement qui n'ont rien à voir. Ouais. Et donc, voilà, et c'est vraiment la rencontre avec Joël qui me fait revenir et musicalement et artistiquement en Martinique. Et fait que mon retour est un retour réussi au pays, ce qui est toujours un petit peu difficile quand tu reviens de. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Ouais. Et tu sais, le premier morceau que j'entends de toi, je crois que c'est jusqu'à maintenant, c'est mon préféré, il me semble, je suis pas sûr. C'est Minati Dread. Ah ouais. Minati Dread, qui est l'un des premiers singles qui sont. Ouais, en fait c'est le premier vrai single là, de l'album. Parce que on avait sorti un peu seul, un peu esselé comme ça à Boubacar. C'est parce qu'on a fait à Boubacar qu'on fait l'album Revolution. Et en fait, Minati Dread, c'est le premier single qu'on sort juste après les grèves de 2009. Ok. Donc les gens avaient été sous pression. C'est moment-là, puis on sent un petit truc un peu douceur. Un petit peu sucré. Ouais. et finalement, c'était pas un calcul du tout. Mais finalement, il y a une alchimie. Et ce morceau-là, puis en plus, il y avait une forme un peu particulière. C'était pas. Il y avait un style, je pense qu'il y a eu un momentum. Mais d'ailleurs, alors c'est Joël qui fait la prod. Comment ce morceau naît, entre guillemets? Vous êtes en studio, c'est une vibes. Alors, il naît d'un truc bizarre. C'est que Joe fait un instru crunk. Ah ouais? Ouais. Obligé de faire une pause. Parce que crunk, Minati, vous avez des crunk. On y croit pas. Parce que nous, on avait un truc, c'est que moi je fais. Souvent, Joe, il me passe des instrus. Et que, comme je suis très facile pour les mélodies, je trouve des mélodies. Et c'était un truc de ce style-là. C'était pour. Je sais plus pour qui c'était au départ. Et je fais. Et puis finalement, on s'est dit, bon, on va ralentir le truc. On a fait une version acoustique. Ouais, parce que voilà, au final, c'est un morceau acoustique. Un peu reggaeifiant. Ouais. Il y a une petite vibe. Hein? T'as trouvé? Découvrir la version. Vous êtes choqués, les gars. Attention, c'est parti. Ah, c'est un délire. C'est où ça? Mais du coup, c'était pour qui? Bon, on va aller sur mais à l'époque, j'ai commencé avec DJ Fly, on préparait une compile qui s'appelait West Indies Coast. Ok. Et je faisais plein de prods comme ça. Ouais. Et bon, à l'époque, bon, ça date, hein, cette truc-là, ça doit faire 15 ans. 15 ans, ouais. 15-16 ans, bah, à l'époque du premier album, peut-être un an avant. Et donc j'avais plein de prods comme ça. Et au moment où j'ai fait celle-là, Victor passe. C'était ma spécialité. Et voilà, il passe souvent. Passer, c'est ça. Quand il passe souvent comme ça, des fois ça donne lieu à des vrais tubes, comme Vinidou, il passait comme ça, il a posé sur une prod qui n'était pas pour lui. Et sur là, c'était une prod, je ne savais pas encore à qui la donner. Après ces 20 secondes-là, et puis il m'a joué la mélodie, je dis, waouh, ça déchire. Du coup, j'ai pris ça à la guitare longtemps après, parce que sur l'album de Victor O, ça fait pas trop. Si tu vois, c'était pas sûr. Comme quoi, la magie du studio. Ah ouais, la magie du studio. Ouais, et puis la production, en fait, parce que c'est ça la production. Des fois, j'ai un morceau qui est dans un esprit, et il faut trouver le bon arrangement,
le bon truc. Et c'est ce que Joël a fait. Puis dans ce morceau-là, il y a des trucs qui pour nous est important. À la contrebasse, il y a Alex Bernard qui fait la contrebasse. Et pour nous, Alex Bernard, c'est un des géants de la musique de notre génération. C'est vraiment. Et donc on s'est retrouvés d'ailleurs sur cet album-là. On a travaillé avec plein de gens qui étaient des gens qu'on pensait ne pas avoir. Et c'était vraiment chouette. Voilà. Et il y a un autre morceau sur cet album qui est le titre éponyme de l'album que j'aime beaucoup aussi, Révolution Caribéana, où tu parles un petit peu du peuple caribéen, de Fornoudou Boudé, Sanouye. Pareil, est-ce que tu dis que ça sort un petit peu des grèves de 2009? Est-ce que c'est toute cette vibe qui a inspiré ça? Non, c'est un hasard. Ah ouais. Parce que l'album on l'a fait un an avant en fait. Ok. Donc ça sort, mais comme je te dis, le rôle de l'artiste c'est de capter l'air du temps. Et des fois, même à ses dépens, en fait, il capte des trucs. Moi, j'analyse comme ça. Et comme par hasard, ça arrive là. Et ça a participé aussi au succès de l'album. Parce que ça arrive avec un titre juste après les grèves Caribéana. Et puis c'était un propos qui est encore d'actualité. C'est l'identité, qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Enfin bref. Et tu sais, autant dans Revolution Caribbeana que dans Minati Raid, je sens que tu as une vibes un peu ragamuffin, tu vois. C'est-à-dire que Minati Raid, faut connaître un petit peu le reggae, la vibe, ou Fire in Babylon, The Children of the Lion. Il y a vraiment cette vibe-là. D'où vient ce truc-là? Est-ce que tu as grandi un peu dans le reggae? Ouais, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, mon artiste de référence vocale, c'est David Hines, de Steel Pulse. Ok. Et que j'étais biberonné à ça. Okay. Vraiment, moi j'ai. Et donc j'ai une voix qui est reggae en fait. Si les gens écoutent bien. Et puis à un moment, j'ai eu une grosse influence aussi d'un artiste anglais qui s'appelle. Parce qu'il joue plus maintenant. Il s'appelle Finlay Quell. Ok. Et qui avait beaucoup de gimmicks qui faisaient et moi j'ai gardé ça. Comme quoi tu vois, il y a une filiation quoi. Il y a une filiation. Moi j'ai vraiment une filiation claire à la voix du reggae, je dirais anglais en fait. Ok. Ouais. Et du coup, dans l'un de tes plus gros hits, il y a Vinidou dont tu parles à l'instant. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la création de ce morceau? Comment ça vient Parce que qui a déjà son... Non, avant celui-là, alors celui-là c'est un morceau, il y a de la magie du début à la fin. Parce que, donc pour le contexte, c'est que ça part de ce qu'on faisait souvent. Joël il a une prod pour quelqu'un. Il me dit ouais, on s'est trouvé une mélodie, machin, pap. Je me mets là, on fait la mélodie. Et c'était un truc qui sonnait un peu comme Outcast. Ah ouais. Un peu enfin, dans mon souvenir, parce que je me trompe, mais donc j'ai fait un truc un peu dans ce style-là. Et puis la prod a été prise, je crois. Non, ils en ont fait quelque chose de vachement différent. Et moi j'aimais bien la grille d'accords, tout ça. Et après on a, comme d'habitude, ralenti le truc. Ouais. On a fait un petit chewing gum, comme on dit. Et puis quelques mois après, j'ai un problème cardiaque, je me retrouve à l'hôpital. Ah ouais. Et mon gars dit Joël Mbokomo. Donc amène-moi une guitare. Donc j'ai fini le texte à la clinique Sainte-Marie là. Ok. et je devais faire, on devait me faire une petite intervention. Donc j'avais 3 semaines entre les deux. Et j'ai dit bon, allons faire le morceau. Donc c'est un morceau qui s'est fait entre 2 moments à l'hôpital. On le sort, mais un truc improbable, on le sort fin juillet. C'est pas une date gentille. Fin juillet, on le sort comme on fait souvent, parce que nous on recherche pas que les radios nous passent, on n'est pas. Pour le coup, il est vraiment passé à la radio. Oui, mais non, mais on l'a mangé matin. Mais tu sais quoi, le truc, on sort ça. Je comprends quand même que les DJ le passent très très vite en fait. Plus que les radios, les DJ le passent en club. Ouais. Et puis vers novembre, le clip, les statistiques s'affolent, mais vraiment. Ouais. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens étaient venus en vacances, ont passé le mois de septembre, octobre, la rentrée en France, tout ça. Et après, c'est l'écoute nostalgique. Ah ouais, rappelle-toi les vacances. Et alors là, ça a été incontrôlé. C'est-à-dire que on comprend rien. Moi, je me rappelle, je viens dans un club à Fort-de-France. Ouais. Mon cas rentré là, vraiment cool, quoi, tu vois.
c'était un VG. Et donc il passe le clip, Ouais. les gens sont devenus ouf dans le truc. Ah oui. C'est la première fois. Bon, on a quand même. Bon, on a déjà eu des succès, mais c'est la première fois que je voyais ça. Moi, t'es pas envie de partir parce que tu sais. Quand t'es jeune, ça, Mais du coup, quand tu vous faites le morceau, quand tu l'enregistres, etc., tu t'attends pas du tout au succès au final. Non, c'est-à-dire que quand on le fait, on sait qu'on a un bon morceau. Ok. Parce que on a quand même de l'expérience, on sait qu'on a un morceau qui peut fonctionner. Mais la différence entre un succès et un hit, c'est ça. C'est-à-dire que un hit, il y a un gap de statistiques énorme. Oui, C'est-à-dire que moi, clairement. entre Vinidou et les deux autres gros succès que j'ai faits, Ouais. qui ont des statistiques YouTube respectables, je dirais, il y a un gap, quoi. Oui, Alors, oui, non, c'est- c'est clair que là, c'est ton classique, quoi. Mon classique, ah oui, mon C'est- classique, ouais. Et est-ce que tu te dis un jour, putain, il faut que je détrône Vinidou? J'avais Young Cheng en interview Ouais. qui me disait. Super interview. Ouais. Ah, mais merci. Non, beaucoup, je ça l'ai fait vu, plaisir. ouais, vraiment top. Eh ben, tu vois, il nous dit qu'il a son chocolat vanille. Ouais. Et des fois, il se dit, tiens, j'aurais aimé avoir un morceau où on se dit, bon, il y a chocolat vanille, mais il y a aussi Ouais, c'est ça. autre chose, tu Et vois. et j'ai presque ça avec L'amour éternel. Ouais. Mais Vinidou est quand même trois Ah, classes c'est- au-dessus. C'est très puissant. Mais il y aura un qui va passer au-dessus. De toute façon, très bon artiste, on avance. Ah, il va nous faire écouter. C'est un morceau de Colonel Réel. C'est ça. C'est ça, je savais. C'est ça, voilà, Mais tu peux le mettre, tu peux le mettre. voir. Comme ça, les gens vont connaître tout de suite la guitare. Tu vois, les gens, ils Avec disent- Jack Yo quand même. Hein. Avec Jack Yo, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Yo, across the globe, Europe, Asia, Africa. This is the message. Yeah, yeah. One life to live, one love to give. Righteousness, me say. One life to live, one love to give. Keep it righteous every day in our life. Ouais, en place. Ouais, Not like a fool. Et du coup, après, il y a Diplo qui le reprend pour faire une... Alors, rien... Il fait une reprise des Spice Girls avec l'instru, etc. Et quand tu vois ça, est-ce que tu te dis, ah ouais, le morceau, il a vraiment voyagé, du coup. Ah mais attention, ce morceau, alors, pour être précis, c'est Pagès, qui est un DJ guadeloupéen, Ok. qui fait un mashup avec un morceau des Spice Girls, et qui l'envoie à Diplo, Ok. qu'il connaît bien, et qui dit, on sort le truc. Mais en fait, c'est pas vraiment Vinidou qu'il sample, c'est la guitare. Oui. Et ça montre qu'un truc, c'est que un instrument peut être majeur dans un arrangement. C'est-à-dire que tu mets la guitare, mon qui crie, moi, eh, mais qu'est-ce qu'on a volé le truc? Mais les gens, Ah oui, non. les gendarmes sur le truc. Ah, mais clairement. Ils ont- Quand ça vient de l'extérieur, ils se disent, ah non, ils ont volé notre C'est ville. exactement ça. Donc c'est pour là qu'il nous envoie un message à nous, mais bon, c'est une prod qui s'est faite vraiment carrée. J'avoue que ça flatte l'ego quand même. Big Caribbean, enfin, déjà c'est un label tout à fait atypique. Parce que c'est un label qui est à l'initiative de Joël, qui est vraiment le Manitou et le producteur génial, parce qu'en fait, il faut dire le truc, même si c'est mon pote, voilà, le mec a quand même une classe au-dessus de mon âge. Non mais je le pense, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais la caractéristique de ce label-là, c'est que c'est aussi j'aime bien dire ça, un label mutualiste. C'est-à-dire que c'est des artistes très indépendants, et de caractère, et de fonctionnement, qui s'allient à la force du label Big Caribbean dans un truc sans ego. Parce que pour qu'un label fonctionne, il faut accepter le rôle prépondérant de chacun. Un producteur, réalisateur, donc a une vraie place et a autant de valeur que l'artiste qui va arriver. Ok. Et ce qui fait la force de ce label-là, c'est cette mutualisation de toutes nos forces. Et plutôt que parce qu'il y a plein d'anecdotes, alors je dois t'en citer quand même une qui est une anecdote décalée, qui nous est arrivée assez récemment en fait, quand on a été faire le clip du morceau avec Fada Freddy à Gorée. Ce qui nous est arrivé à Gorée, au Sénégal, c'était un truc humainement de malade, quoi. Alors, voilà, il a lu à raconter, mais c'est vrai qu'on part faire un clip avec Fada Freddy, déjà qu'un artiste qu'on aimait beaucoup, Fada Freddy, qui vient faire un concert en Martinique, avec Canal+. On est invité, Victor fait un morceau, et puis dans les loges, on croise Fada Freddy,
j'ai ma petite guitare comme ça, et puis Fahad Afridi me voit, il me dit ah, c'est super ça, je peux essayer. Hop. Ah, c'est pas, vous faites quoi demain? Ah, ben on va faire de la musique et tout. Alors, les gars, il est plus chien musique que personne n'avait vu ça. Moi, maman, Fahad Afridi dit à demain. Je dis, maman, bah, à demain, mon gars. Tu sais pas à quel demain tu penses là. Le lendemain, il vient ici, pareil, il commence à 18h, à 3h du matin. On a fini une chanson, comme ça. On n'avait pas de projet de faire le morceau de Fahad Afridi. Et du coup, on se retrouve avec une chanson, super chanson, faite de A à Z dans 6 heures de temps ici. Et donc, on partit, il dit, ah, mais il faut absolument que vous veniez au Sénégal, faire le clip, tout ça. Je dis, ah, ben ouais, bad. Et puis il part. Et puis on se retrouve là, et puis, tu vois, et Victor se dit, mais ouais, mais il faut qu'on aille au Sénégal, mais comment on fait ça? Ça coûte des sous. Tu vois, bon, on est certes un label, bon, là, on a, tu vois, chaque truc est pensé quand même, tu vois. Donc, on a trouvé des partenaires en très peu de temps, en un temps record. Je dis on, mais c'est Victor. A trouvé des partenaires et qui ont fait qu'on part au Sénégal, effectivement. Et on se retrouve à faire un clip avec Fahad Afridi au Sénégal et on en profite pour aller à Gorée faire une scène du clip. Et Gorée, donc, même si, comme il dit, c'est pas le lieu historiquement qui nous lie à l'Afrique, mais c'est vrai qu'il y a tout. Tu vois, il y a la petite porte où on voit tous les esclaves qui partaient. Donc tu vas là, franchement, tu es obligé d'avoir un truc. De ressentir. Moi, franchement, je suis allé là, et pourtant je suis pas, tu vois, enfin, mais ça m'a fait quelque chose, tu vois, j'ai versé ma petite larme, bon, tout est fait pour, mais c'est obligé, tu vois, tu vas là, tu dis waouh, tu dis tout ce qu'on est devenu, toute la Caraïbe, ça part de cette petite porte-là, tu vois, tout ce qu'on est, et je suis fier de ce qu'on est, par contre, je suis très fier de ce qu'on est devenu par cette petite porte-là, mais tout part de là, et puis tu vois, tu vois, donc tu repars, et puis pendant qu'on parle de ça, on est sur la place. Et puis je dis à mon créole à Victor, tu vois, je sais même pas quoi, je dis, oh ben quoi, puis comme ça. Et puis quelqu'un qui passe là, dit, ah, vous les créoles, mais vous êtes martiniquais. Comme ça. Je dis, ah ben oui, on est martiniquais, mais ah bon, alors voilà. Nous sommes avec quelle famille, comment on appelle? Ben moi, Joël Jacoulé. Jacoulé? Mais tu es qui à Marie-Alice? Comme ça. Donc c'était ma mère, Marie-Alice Jacoulé. Et donc, moi, ça me saisit. Je me dis, mais attends, je viens de verser des larmes en pensant à tout ce qu'on est devenu à l'autre bout de l'Atlantique, à part cette petite porte, de tout ce qu'on a, machin, je reviens ici me ressourcer, et quand je suis là, on me parle de ma mère, c'est-à-dire que ça m'a fait une espèce de truc dans ma tête, et puis dans la même foulée, on parle aussi du père de Victor, parce que le gars, nos parents travaillent ensemble, ils ont fait de la politique ensemble, et le gars, apparemment, avait travaillé sur la campagne politique de nos deux parents. Non, mais le faire, ça, c'est quand même un hasard. Voilà. Cette anecdote-là, pour moi, c'est un moment fort avec Victor, mais bon, donc voilà. Et c'est pas vraiment fort du label, c'est plus un moment fort. Oui, non, mais c'est fort humainement. Voilà. Et tu sais, une autre artiste qui a de grosses stats, c'est Stevie Mai. Oui. J'aurais jamais, enfin, si je ne vais pas vérifier, et des fois je regarde ces clips, je me dis, ah ouais, il y a on parle de millions de hits. Je sais pas d'où elle est venue, et elle est. Après, t'as produit un seul album d'elle, et après je l'ai moins vu. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Stevie Mai chez Be Caribbean? Ah ben Stevie Mai, c'est une histoire, franchement, c'est un des albums dont je suis le plus fier. C'est l'album de Stevie déjà. C'est Victor O, encore mon gros ami. Décidément. Que ferait sans lui? Lui et du début, la Virginie. Voilà. Victor et Virginie, c'est Victor et Virginie, la lettre V. Okay. Ça devrait le goût. C'est clair. Victor, en fait, sur son album Révolution Caribbeana, il travaille et à un moment donné, il est invité. Donc, on a fait quand même un single avant l'album avec Aboubacar président, qui avait fait quand même un petit bruit dans le Landerneau, comme on dit, politico-médiatico-artistico-local, parce que personne ne le connaissait. C'est vrai qu'il avait une grande carrière de producteur, il avait fait des albums pour plein de gens, il avait son label, mais en tant qu'artiste solo, il débarque à un âge où on ne pense pas à faire des premiers albums solo. Il faut dire la vérité. Et donc, il fait son premier album avec un clip, Aboubacar président, un nom africain. Personne ne sait vraiment qu'il est entier, en fait, la vérité. À ce moment-là, voilà, on est contacté par LCI pour parler du morceau, voilà, plein de trucs. Et donc, il y a une fille en Guadeloupe qui a une émission sur une chaîne qui s'appelle Stevie Mai, qui contacte Victor, je crois, si je me trompe, pour parler de lui, voilà, parce qu'elle a adoré Aboubacar. Et Stevie, elle avait une émission sur Canal 10, je sais plus, sur Canal 10, voilà. Elle a une émission de télé, et elle rencontre Victor. Et Victor revient en me disant,
Et j'ai rencontré une journaliste, la chanteuse, mais elle a un MySpace. J'ai écouté ses chansons, franchement, c'est top. Bon, MySpace, les gars. Ah ouais, déjà là, on est avant 2010. Déjà là, on a perdu la moitié de tes auditeurs. Non, MySpace, ouais, c'est l'ancêtre. C'est l'enfant de Skyblog et Voilà. c'est avant Facebook. Avant Facebook, Voilà. mais c'est ce qui permettait de connaître des artistes. Donc il y a Stevie qui a un MySpace là, donc je vais écouter, il a effectivement 3-4 chansons dessus, qui étaient magnifiques, des petites guitares-voix, elle chante en anglais sans accent et tout. Je dis bon, il me dit ouais j'ai rencontré cette fille-là et tout, et j'aimerais bien faire un duo avec elle et tout. Je crois que tu avais déjà composé le morceau quand tu étais là-bas, non? Même pas, enfin bref. Il me dit j'aimerais bien faire un duo avec elle, mon album et tout. Je crois que c'est le seul featuring de l'album d'ailleurs. Ok. Evolution, le seul featuring, donc une fille inconnue. Je dis ok, moi, pas de problème. Donc il me dit ouais, il faut la faire venir à la Guadeloupe, donc elle vient en Martinique. Je vois débarquer une fille au studio, avec des rajouts qui arrivent jusque là, Ok. de toutes les couleurs, Ok. rouge, bleu, jaune. Je dis ok, enchantée mademoiselle. Voilà. Ils font leur morceau et le courant passe tout de suite aussi. Donc ils font un morceau qui est sur l'album de Victor, qui s'appelle Inspire Me. Très beau morceau. Et voilà, elle est là et elle doit repartir le lendemain. Elle est venue, donc elle a une nuit. On l'héberge, d'ailleurs ici. Mais c'était pas ici, c'était. Bon, j'ai fait plein de travaux. Avant d'être un studio, c'était une chambre ici. Ok. Mon studio était à côté, moi je ne vivais pas ici. Donc on enregistre là, je lui dis bah écoute, je te loue pas, mais je te laisse cet endroit et puis voilà. Et puis le soir, avant qu'elle parte, je vais bosser dans mon studio. Je vois qu'il y a de la lumière là. Je dis coucou machin. Et puis donc elle vient bosser elle vient écouter ce que je fais tout ça. Et puis on discute machin. Et puis pendant qu'on discute, je fais 4 accords comme je fais souvent de ma guitare et discute machin. Et je fais 4 accords d'un morceau qui va s'appeler Something About You. Et là, elle me trouve une mélodie, couplet, refrain, tout ça. Je dis waouh, maman, bad. Et puis elle repart le lendemain. Et puis j'ai un goût d'inachevé. Quand on a commencé un truc là, je lui dis ah mais non. Et puis donc, je crois que je la fais revenir, spécialement pour qu'on finisse le morceau. Okay. Elle me dit ouais j'ai fini le texte, machin, viens. Et donc elle revient, on finit le morceau, et puis là on commence à en écrire d'autres, et puis voilà. Et puis quand elle revient la deuxième fois, par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle avait rasé son corps. Ouais, voilà, le look coconut, tu vois. Voilà, le look coconut, donc voilà, elle était dans une espèce de révolution capillaire. Après la révolution capillaire, voilà, révolution capillaire, mais qu'elle a gardé du coup, et puis voilà, donc c'est une espèce de... C'est simple en fait, hein. Quand ça se passe comme ça, c'est très simple, il n'y a rien à rajouter, le feeling est passé, je fais des accords, elle trouve des mélodies, je trouve ça waouh. Sur ces mélodies, je rajoute des accords, mes accords, je rajoute des mélodies, une espèce de dialogue comme ça. Et bien, tu trouves ça, je fais ça, je fais ça, tu trouves ça, je fais ça. Okay. Et ça marche super bien comme ça. Et puis si bien que on fait des morceaux, jusqu'au jour où on fait un morceau qui s'appelle Beautiful. Avant que ça devienne un single, c'était juste une chanson, une vidéo Facebook. Ok. Voilà, je poste une vidéo Facebook tournée dans le parking de chez moi. Ok. J'avais un petit boîtier à l'époque, j'étais très fier. De mon petit boîtier, je la filme là, comme ça, avant qu'elle parte, ça nous fait une trace. On poste la vidéo sur Facebook, la vidéo existe toujours d'ailleurs, avant même le clip officiel, avant même le single, c'était même pas un single. Et là, je te dis, quand je sors de chez moi, une semaine après, je sors de chez moi, je vais acheter à manger chez le Chinois. Et puis il y a une dame qui vient me voir et qui me dit oh, vous avez posté un morceau Message à couler avec une dame là qui a les cheveux comme ça là. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce morceau là. Il te fait d'une personne en fait. Ouais. Tu te dis ah ouais, ça touche une personne comme ça là. Et ok. Et là, je dis à Stevie, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça et tout ça. Et puis voilà, et puis Stevie, elle avait ses connexions à elle. Comme te dit Victor, moi je bosse beaucoup avec des artistes qui sont très indépendants aussi. Tu vois, tu as pris l'exemple d'Easy. Easy, il m'a amené un album quasiment clé en main. Voilà. Victor, il a une connaissance de la production. Il m'a amené des artistes. Voilà. Stevie, elle a une connaissance de l'image. Tu vois, il y a plein de trucs que je n'étais pas d'accord et puis elle avait raison. Elle m'a présenté des réalisateurs de clips. Okay. Pascal Pagano qui a fait le clip de Beautiful, de Femme is Gone, enfin voilà. Elle m'a donné envie de faire des choses vraiment par rapport à ses connexions. Elle avait les connexions aux États-Unis parce qu'elle a une vie personnelle qu'il a fait aller aux États-Unis. Elle a vécu un an à New York. Elle connaissait des chanteurs de la scène là-bas assez connus.
Et du coup, moi, j'ai surfé sur ça, j'ai dit, ok, donc l'album en anglais, ça se tient, parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi je chante en anglais. Tu vois, donc j'essayais de comprendre. Et c'est pour ça que Beautiful, j'étais bien content qu'il y ait les deux, anglais, créole, Ouais. tu vois. Parce que je me disais, bon, à un moment donné... Et donc voilà, et par rapport à ça, j'ai insisté pour qu'on parte aux États-Unis faire un clip. Parce que je me dis, toi, il faut que tu arrives dans la tête des gens, tu viens de là-bas, même si tu chantes créole. Tu vois, voilà. Donc on est parti à un moment donné aux États-Unis, à 3, avec un réalisateur, elle et moi. On a fait un clip qui s'appelle Fame is Gone. Et donc voilà, enfin. Et donc cette aventure-là, et l'album, il a cartonné, je me suis retrouvé à faire des festivals dans la Caraïbe que je n'avais jamais fait avant. On a joué à Londres. On est passé sur Chérie FM en France. Ah ouais, Ouais, ouais. ok. Avec Beautiful. Avec Beautiful. Ok. Voilà, et effectivement, et donc c'est la deuxième époque du label. La première époque, c'était l'époque des disques laser, des CD, des singles, tout ça. La deuxième époque, c'est l'époque du téléchargement iTunes. Et là, c'est l'album d'Easy, l'album de Stevie, l'album de l'actu, sans arrêt numéro 1 du Top World, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Et c'est vrai que les gens se sont appropriés cet album, mais jusqu'à maintenant, je vois les scores qu'elle fait. Tu vois tous ces titres, elle a 3 morceaux à plus d'1 million de vues. Ce qui pour ce genre de musique-là, Oui, c'est rare. je te dis, c'est très rare. C'est très rare pour en faire encore aujourd'hui. Je veux dire, Beautiful a plus d'1 million de vues, Haïti Chérie, plus d'1 million de vues. Donc franchement, c'est inespéré. Donc ouais, c'est vraiment une très belle histoire. Mais d'ailleurs, vous faites un seul album, Ouais. alors que ça fonctionne fort. Est-ce que c'est parce qu'il a déjà ces trucs à côté et donc du coup... C'est parce qu'en fait, on s'est gentiment embrouillé. Parce que tu es spontané Voilà. et impulsif. Exactement, et parce qu'elle est entière et exclusive. Ok. Et que, voilà, il y a un moment donné où notre alchimie a été mise à rude épreuve. Ok. Pas au point qu'on bosse plus ensemble, parce que tu vois, maintenant elle fait partie de la famille Caribbean, Ouais. elle revient sur scène avec grand plaisir. Mais c'est vrai que elle a ressenti le besoin de bosser avec d'autres personnes. Ce que j'ai mal vécu aussi, je t'avoue. Parce que moi, je suis pas un gars du tout, par contre, je suis pas procédurier. Autant, je suis sanguin, mais je vais jamais se dire, ah bon, mais tu as un contrat, tu restes avec moi, avec moi. Ouais. Tu Alors préfères là- que l'artiste soit libre. Ah non, tu veux pas bosser avec moi, mais alors là, vas-y, Ok. au revoir, merci. Par contre, c'est vrai que j'avais mal vécu le fait qu'elle ne veut plus bosser avec moi, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était quelque chose de mythique, fort, quoi. de très fort. Et du coup, j'ai mal vécu ça, je m'étais un petit peu épanché vite fait sous les réseaux. Suite à son deuxième album, j'avais dit des trucs pas très cool, que je regrette, hein, parce que franchement, c'est une artiste, encore une fois, que je dis que je respecte, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a permis de faire un des albums que je préfère, tu vois, Ok. c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, mais bon, tout le monde grandit, hein, donc C'est sûr, non? voilà, mais en tout cas, c'est vrai que Stevie, ouais, on a fait un seul album. Mais est-ce que c'est pas un regret d'ailleurs parce que dans le sens où, après avoir écouté une grosse part de ton histoire là, t'as Goldie, Ouais. où vraiment, tu vois, vous auriez ouais. pu partir sur un truc, et finalement elle te dit, bon, je préfère partir sur Ouais, une vie plus rangée peut-être. Exactement, c'est Et ça. puis t'as Stevie Mae qui, voilà, ça arrive par hasard. entre eux. Ouais. Et vous avez vraiment pareil. Tu Ouais. vois, ça peut vraiment partir aussi des millions, se toucher des... Et Ouais. pareil, ça s'arrête. Ouais. Est-ce que tu as ce regret de te dire, ah, c'est bien ce que je Ouais, fais, ouais. c'est génial, machin, tout le monde est respecté, mais les moments où ça peut aller, un autre step comme par hasard, ah, Ouais, ben écoute, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, au moment où ça s'est. C'est vrai que ça. On a arrêté de bosser ensemble au moment où on allait vraiment avoir les fruits de ce qu'on avait fait. Mais bon, non, j'ai pas de regrets à vrai dire, puisque comme tu dis, chaque époque a sa vérité. L'époque qui a suivi, c'est quoi? Ben, c'est l'époque des Morane Voyer. mais c'est ça justement parce que tu entre vois. Stevie Mae, c'est Ouais, ça? c'est plus l'époque du téléchargement, avec Morane, on est passé à l'époque du streaming. Du streaming. Ouais. Mais d'ailleurs, entre les deux, tu produis pas de nouvelles personnes, je crois. Si, enfin, Ah. non, il y a Jeanne Baudry. Ah, il y a eu Eric aussi, non? Alors Eric, non, j'ai jamais produit T'as pas Eric. produit, non? Non, j'ai pas produit Eric. Mhm. Eric, j'ai composé, il a posé sur une compile à moi, Creole Ouais. Pop. Eric, c'est quelqu'un dont tout le monde pense à tort que j'ai bossé avec lui depuis des années, alors qu'en fait, non, il était sur la même scène, on nous appelait. Oui, c'est parce on qu'en nous fait, appelait c'est la la même nouvelle vibe. scène créole. Ouais, voilà. Voilà, Creole Pop, il est monté ouais. un petit peu en même temps qu'Easy. Ouais. Il a fait sa cigale avant Easy, après Easy a fait une cigale, après Easy a fait son Olympia, tout ça, et puis après, Ok. voilà. Mais non, Eric, j'ai bossé très tard avec lui. J'ai bossé un single qu'il a produit lui-même, qui s'appelait Ouba Moi Bah, moi Tout. tout. Voilà. Oui. Ah ouais, mais donc c'est vraiment très très récent. Ouais, quoi. très très récent, première collaboration.
Et puis j'ai... Mais t'as produit Jeanne Baudry. Voilà, j'ai produit Ok. Jeanne Baudry. Ok. Et Jeanne Baudry, on a mis notre temps. C'est une fille que j'ai rencontrée dans un piano-bar. Voilà, je faisais une émission pour Martinique Première. On me demande d'aller voir ce qui se passe à Fort-de-France. J'ai dit bon ben ok, on m'a donné un micro, une caméra, donc je vais voir ce qui se passe Ok. à Fort-de-France. C'était pour Fabrice Théodose. Ok. Voilà, c'était le concept de l'émission. Montre-nous un petit peu ton actualité culturelle. La vérité, c'est que je n'en avais pas. Donc je me suis forcé à faire des trucs. Et donc je vais dans un petit club et je vois une fille qui fait des reprises et je l'entends faire une reprise d'Easy. Ok. Et c'était Jeanne qui reprenait un morceau d'Easy. Je dis, c'est très original. Et Jeanne en a mis beaucoup de temps à sortir quelque chose parce que Jeanne, c'était le syndrome de la fille qui faisait beaucoup de reprises. Donc elle chantait de tout, elle chantait. Et pour trouver son style à elle, on a mis beaucoup de temps. Et je suis très content, très fier de l'album qu'on a fait. Qu'un album vraiment qui lui ressemble, qui a trouvé son public. Alors un public qui malheureusement n'est pas majoritaire, mais qui un vrai public qui existe, qui adore cet album-là, qui fait qu'elle fait des concerts. Donc voilà. C'est pas un album que je pensais qu'il aurait pu être signé en Asio, mais bon, toujours le même problème de la manière dont on nous voit, dont nous on se voit, qui fait qu'à un moment donné, bon, je préfère ne pas essayer des mauvaises collaborations. Ok. Quoi. Donc voilà, mais Jeanne, on continue à produire, hein. J'ai d'autres titres avec elle. Et puis c'est vrai que la dernière période là, c'est surtout Morane en fait. Morane Voyer, l'une des plus grosses stars de la Martinique, c'est un vrai honneur. Comment vas-tu, Morane Voyer? Eh ben écoute, ça va, beaucoup de travail, donc un peu de fatigue. Mais c'est vrai, tu travailles énormément. Il faut souligner ça, effectivement, que Morane, depuis très longtemps, mais depuis Sentimental particulièrement, tu ne t'arrêtes pas. C'est-à-dire que clip, concert, etc. Explique-nous cette motivation, cette assiduité, ça vient d'où? Pourquoi? D'ailleurs, on aurait pu dire qu'il y a des artistes qui aiment bien disparaître un petit moment, se faire rare. Pourquoi toi tu... Le coup de disparaître un petit moment là, c'est soit tu as suffisamment fait pour que tu puisses C'est t'autoriser vrai. à disparaître et tout, soit tu n'as plus envie. Mhm. Et moi je suis dans aucun des deux cas, c'est que j'ai faim en fait. Ah, t'as faim. Mais genre j'ai besoin de donner aux gens, j'ai besoin de recevoir aussi, j'ai besoin de faire avancer les choses et j'ai bien compris que si c'est pas moi-même qui me débrouille pour faire, il Mhm. n'y a personne qui fait à ta place. Donc C'est clair. voilà, j'ai un peu la phobie de me retrouver sans rien faire. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi quel bilan tu tires de tes... Alors, là, tu viens de sortir ta réédition. Ouais, Tu vois, là encore, on parle hyperactive, là, meuf. Elle sort un album, c'était l'année dernière? l'année dernière. L'année ouais. dernière, il y a déjà une réédition. Parle-nous du, entre guillemets, bilan de ton début. C'était tes premiers projets? Ouais, enfin, oui. En vrai, premier vrai projet. Là, c'est le deuxième, ouais. Quelle réception tu as eu? Tu as fait pas mal de concerts l'année dernière. Tu en as encore qui arrivent. Quel bilan tu fais? Comment le public a accueilli ça? Comment ça vieillit dans ta tête, toi, quand tu réécoutes? Bah, en fait, après Bazar, Mhm. j'ai été boot. Parce que tu sais, c'était en mode Covid et tout. Ah, Et ok. ça m'a saoulé de voir que j'ai fait un projet et que il est pas tombé. Enfin, il y a eu des belles choses, tu vois. Il y a eu Sentimental, il y a eu, on a fait des beaux clips, on a machin, mais on n'a pas pu le défendre puisque Ok. 0 concert. On en a fait on a fait 2 concerts en 2 ans. C'était Ok. juste pas possible. Et j'étais frustrée aussi parce que ben, même, tu vois, du côté des médias et tout, t'as l'impression que, tu vois, quand ils ont fait le taf sur un truc, tu te dis, bon, ben c'est bon. Mais sauf qu'à chaque fois, tu repars de zéro. Donc à chaque fois, je me disais, mais en fait, j'ai fait ça pour rien, genre des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Ok. Et après, ben, j'ai mûri mon truc et je me suis dit, il n'y a pas à être frustré comme ça, il faut juste faire, il faut prouver. Ouais. Et du coup, ben, BBW, c'est au contraire, là, c'est le moment où je peux défendre partout, faire des concerts, aller en presta et tout. Mhm. Et, C'est ce que tu préfères, faire les lives? Tu préfères les lives ou le studio? J'ai pas de préférence, c'est deux Ok. stades différents. Ok. Puisque le studio, c'est le moment de la création, tu vois, et le live, c'est le moment où tu vois ce que tu as créé et qu'est-ce que ça crée chez les gens. Donc les deux sont liés, tu peux pas préférer. Enfin, moi, je trouve pas ça logique de préférer un par rapport à l'autre, tu Ok. vois. Mais du coup, c'est important. Tu Mhm. peux pas créer et puis finalement, tes créations vont aux oubliettes. Ouais, ouais. Donc, T'as l'impression que Bazar, c'est un peu passé en mode... c'est bien, mais... j'ai pas pu le défendre. Ok. C'est plus ça, c'est que j'ai pas pu me battre pour cet album-là parce qu'au bout d'un moment, c'était obsolète, frère. Enfin, quand j'ai sorti l'équipe de Chalala, Mhm. bon, on était fatigués, tu vois. Ouais, C'était ouais. déjà à la fin du projet, on était déjà en mode bon, ben, on sort parce que j'ai envie, mais en même temps. En plus, après, on a ouais, t'es confiné, ouais, machin. Mhm. Ouais, c'est vrai que t'es sorti vraiment Covid. à cette période-là. Ouais, et donc BBW, il y a ce soulagement-là, tu vois, de De plus être pouvoir. dans ça. Mhm. Après, là, pareil, la volonté de faire la réédition, c'est que au bout d'un moment, je sens que j'ai toujours des choses à dire, mais je suis pas encore disposée à faire un nouveau projet. Donc Mhm. bon,
je me dis, je fais une espèce d'entre-deux, une espèce de transition, tu vois, ça fait... Donc, voilà. Et sur la réédition, ben, le morceau qui a un peu retenu mon attention, parce que vous avez fait une petite vidéo funny avec DJ Tutus, c'est le Chata avec Shannon. Comment ça s'est créé? C'est le remix de son préexistant, Oui. du coup. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as eu l'idée? Est-ce qu'on t'a présenté? Comment ça s'est passé? Bah, alors bon, Shannon, je la connais depuis longtemps. Mhm. Genre, on a fait de la danse ensemble. Ah, ça c'est vraiment génial. Donc franchement, bon voilà. Tutus, bon, on s'est connus par la force des choses parce qu'on a beaucoup de gens en commun en fait. Mhm. Et j'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait sur les réseaux. Et en fait, quand on a fait Formstab avec Azu, donc sur la version normale de Ouais. BW, pour moi c'était déjà un chata. Ok. Sauf que les gens ne l'ont pas pris comme ça du tout. Ils ont dit, ah, un truc hybride. J'ai dit, Non, tu sais quoi? Tu vas faire le son le plus chata du monde. À On part va si, jamais dire à part ça. si vraiment tu fais deux notes. On va jamais te dire que tu non, fais du chata. voilà. Alors que frère, je me suis dit, je prends l'instru, je fais quelqu'un d'autre poser dessus, ce sera du chata en fait. Ouais. Mais bon. Après, j'ai dit, bon, bah, ok, on va faire on va appuyer le chata, puisque vous voulez vraiment. Surtout que moi, je le joue comme ça. Enfin, en live, c'est déjà du Golden Soul. Enfin, tu vois, Ok. on le met dans un go medley et tout, donc voilà. Et j'ai dit à Tutu, je t'envoie la cape, tu fais ce que tu veux. Ok. Et il a fait ça, et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être toute seule sur ça. Et en fait, dans ma tête, je voulais de base faire une espèce de méga mix avec que des meufs. Bonne idée ça. Ouais. Mais fatigant à faire ça. Fatigant et puis surtout difficile à mettre en place parce Ouais. que tout le monde n'est pas disponible au même moment C'est et tout. clair. Et en fait, je me suis dit, bon, en vrai, Shannon est la plus déterre sur ça. Ouais. Là, tout de suite là. Et elle était ok de ouf dès le départ. Et comme je t'ai dit, on se connaît depuis un petit moment. Donc en vrai, j'ai trouvé ça naturel et ça s'est fait très naturellement en fait. Et il n'y a pas eu de. Je ne suis pas sortie de ma zone de confort. C'était pas- Est-ce que ça te fait. Pas te fait chier, mais est-ce que ça te frustre que tu veuilles peut-être te mettre dans une case alors que toi, voilà, tu fais du chata, tu peux faire du zouk, tu peux faire du piano voix, tu peux faire. Est-ce que des fois tu as l'impression qu'on veut te dire ah non, mais Morane, c'est. Tu sais, comme si tu deviens le bouc émissaire de la bienséance, tu vois? Non, exactement. En mode non, soyez comme Morane, voyez, regardez, machin. Mais je me suis déjà fâchée sur ça. Ah ouais? Genre, il y a beaucoup de personnes de la génération de mes parents qui vont faire appel à moi pour des raisons professionnelles juste parce que je suis la bonne jeunesse. Ah ouais, Tu ouais. vois, genre, moi, elle chante des choses, machin. Et moi, ça m'énerve de ouf parce qu'en fait, on est tous les artistes jeunes Mhm. méritent d'avoir un machin. Et eux, ils sont là. Ah, mais tu vois, elle est bien. Non, en fait, si je pouvais, j'aurais. Enfin, si je veux, Ouais. je peux, en fait. C'est... Mhm. Et la preuve, moi, le remix avec Shannon là, j'attends de voir si ces gens-là vont dire pareil, tu vois. Mais même dans tes sons, des fois, il y a des petits Mais bien lyrics, sûr, des petits trucs, et je dis oh, Morane, est-ce qu'ils se disent pas oh, Morane s'est lâché? Mais ouais, des fois, ils écoutent pas ma chanson, en Non, fait. Des fois, c'est non. juste que j'apparais comme étant, voilà, tu vois, je suis politiquement correct. Tu es un peu le pendant de. Tu sais pas y parler un petit peu de ça à l'époque, dans le sens où on le voyait comme le dancehall gentil, qu'on Ouais. peut présenter aux parents, etc. Exactement. Machin. Et là, toi, t'es un peu. Alors, il y a toutes les meufs qui font du chata, machin, et puis oh, Morane. Ouais, mais non, en fait, je me reconnais très bien dans les meufs qui font du chata, de la même façon Mhm. que je me reconnais dans plein d'artistes. En fait, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas volontaire de ma part, et en plus, je trouve ça hypocrite de la part des personnes plus âgées, en vrai, de vouloir faire. Ah non, mais tu vois, enfin, non, c'est pas. Et tu sais, c'est même pas que les personnes plus âgées. Même notre génération, il y a ce truc de. Tu sais, bon. Mais moi, ça m'a moins choqué. Chez les- Chez nous, c'est Ouais. moi ce qui me choque à chaque fois. Je les entends, tu vois, et en plus, des fois, ils pensent que. Ils ont toujours besoin de dénigrer quelqu'un pour te Pour. complimenter. Et Mhm. moi, j'aime pas. Je prends pas ça comme un compliment du tout. Et, Mm. et je me suis déjà pris la tête en mode. On m'appelle pour un truc et je dis non. En vrai, non. Parce que vous m'appelez. Non, pas parce que c'est moi que vous voulez, c'est parce que vous voulez une carte jeune. Voilà. Voilà, En gros, d'accord, je suis c'est ça. La carte jeune de. J'ai dit, bah, pas du tout, ça m'intéresse pas, je suis pas une carte jeune. Non. Et puis d'ailleurs, je suis même. Si vous voulez vraiment une carte jeune, allez chercher encore plus jeune, parce qu'en vrai, il y a des gens derrière, en vrai, tu vois, et. Voilà. En tout cas, là, on est là pour parler du concert Big Caribbean. Tu ne seras pas la carte jeune, en tout cas, de ce Non. concert, parce que tu fais partie intégrante de la famille. Comment tu intègres cette famille, ta rencontre avec Joël Jacou et tout ça? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Déjà, je suis grande fan d'Izzy Kinenga. Mhm. Et quand j'ai acheté le premier album, 4 1, j'ai regardé les crédits. Mhm. Et j'ai vu production Big Caribbean, etc. Et j'ai dit à mes parents, mais c'est qui? Et tout, ils me disent, ah, c'est monsieur Jacoulé, Joël Jacoulé et tout, machin. Mais bon, ça s'arrête là. Ok. Et je note le nom dans ma tête. Et puis finalement, on s'est retrouvés
bosser. Enfin, je l'ai rencontré ici, et du coup, j'ai rencontré Joël. Mhm. Et genre, j'ai dit très tôt, ouais, je veux être signé dans ton label. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais au lycée. Ok. J'étais au lycée, il m'a dit, ah ok. Enfin, Ouais, parce qu'il sait pas du tout qui tu es à ce moment-là. On s'en bat les couilles. Ok. On s'en bat les couilles. Il peut savoir qui je suis. Ok. Tu peux pas arriver là à dire, je veux être signé. Il m'a dit, ok, mais oui, tu chantes bien, ok. Mhm. Après, j'ai été choriste. Ok. J'ai dit, salut, j'écris des chansons. Il m'a Ouais. dit, ok. Et puis au bout d'un moment, il m'a quand même proposé de venir dans le studio. On a travaillé sur un son, mais en fait, c'est jamais sorti. Mhm. Pas cette version-là en tout cas. Mais à ce moment-là, t'es toujours au lycée ou bien des années sont passées? Non, je suis au lycée. Ok. Je suis choriste toujours et tout. Et en fait, Joël, pour comprendre comment il fonctionne, si tu ne fais pas si tu montres pas que toi tu es déter, il va pas être déter pour toi. Ok. Donc c'est pas un producteur qui va te dire viens, j'ai une idée pour toi, t'as du potentiel, je te recrute, on va faire Ok. ça. Non, si toi c'est pas, enfin, il fonctionne pas comme ça. Et tant mieux parce que sinon Ce serait trop facile de toute façon. Mais oui, ça fonctionne pas en général les trucs comme ça, tu vois. Quand la personne veut te prendre sous son aile et puis finalement tu fais rien, T'as pas faim comme tu disais? t'as pas faim, Ouais. du coup ça fonctionne pas. Et là, en fait, j'ai sorti T'inquiète. Mhm. Donc il a vu mon potentiel. En plus, il a vu que j'étais assez complète puisque je compose, j'écris, je fais mes clips. Donc bon, il s'est dit, ok, elle fait ses preuves, tu Mhm. vois. Et après, c'est à Doudou, quand on a sorti Doudou, là il a dit, vas-y, je suis chaud. Et du coup, après ça, on a signé les contrats et tout, et on a commencé vraiment à bosser. Donc du coup, vous avez fait 2 projets ensemble, là, ton premier album et ton deuxième album. On a fait un EP avant ça, Ok. qui, bon, je ne me reconnais plus trop dans cet EP. Est-ce que toi, t'es une artiste qui a du mal à écouter tes projets précédents? Tu te dis, putain, j'aurais pu faire mieux, ou bien là, c'est un peu gnangnan, ou bien là, c'est naïf. Oui, voilà, mais j'étais très jeune, et puis j'étais pas encore à fond, à 100%, tu vois, j'étais encore en mode, je fais mes études et tout, donc je trouve que ça se ressent dans le projet. Mais il est bien, Mhm. voilà, mais bon, tu vois, j'avais pas encore mon identité, j'étais pas affirmée comme maintenant. Bon, aujourd'hui, j'écoute Bazar, je suis contente de l'écouter, tu vois. Donc, C'est un très bon album. Merci beaucoup. Mais du coup, ouais, on a fait, on va dire 2 projets et demi. Ok. Ouais. Et quel morceau, si ta collaboration avec Joël, quel morceau que vous avez fait ensemble qui t'a marqué ou te dit, ah ouais, là, on a vraiment fait un bon truc? À 1570, le truc à Ok, l'heure. ok. Ouais, parce que c'est le moment où je trouve vraiment mon truc, Mhm. mon son, tu vois, mon identité. Et j'arrive à faire comprendre exactement à Joël ce que je veux. Et lui, il le retranscrit et tout. Enfin, on a vraiment... C'est le moment où on s'est dit, là, il y a un truc qui se passe, tu vois. Ok. C'est pas genre, je fais de la musique et bon, je suis pas satisfaite, mais vas-y, on passe, tu vois. Mhm. Et ouais, on était dans les studios de Because, puisque j'étais signée en coédition chez eux. Ok. Et ouais, quand on a fait cette maquette-là, je me suis dit, ouais, là, il se passe un truc, là, il y a un vrai bail. Et c'est lui qui a fait le morceau Blasé aussi? L'instru, ouais. Ok, parce que c'est un petit peu dancehall, un peu vibes, je sais pas, moi ça me fait penser à Sean Paul, ça me fait penser au Coolie Dance, Rhythm, Mais, etc. mais non, mais c'est littéralement C'est ça, ok, ben comment c'était venu l'idée de faire ça? Parce que t'es plus jeune que moi, Oui. Coolie Dance, tu vois, Coolie Je Dance. connais des rythmes. Non, je sais, c'est-à-dire que les gens de ta génération, On connaît. il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas l'idée de sampler ça, tu vois? Ah, mais tu sais qu'à la base, je voulais même pas sampler le Coolidance, je voulais sampler le... Swahili. Ok, d'accord. Je voulais sampler celui-là. D'ailleurs, j'ai toujours ce projet. D'ailleurs, ne volez pas mon idée. C'est trop tard, là, Ne samplez pas. il y a littéralement quelqu'un qui va faire ça, mais comment... Quelqu'un a déjà fait, surtout, je pense. Oui, je suppose, de toute façon. Coolidance, non, c'est lui, hein. C'est Joël qui m'a... En fait, à chaque fois, il avait la boucle sur son bureau. Donc, Ok. de temps en temps, il l'a déclenché comme ça. Et puis, un jour, il m'a envoyé la maquette de l'instru. Et j'ai kiffé tout de suite. Mhm. J'ai posé très vite. Et voilà. Oui, c'est l'un des morceaux préférés de toi d'ailleurs. Ah, Et bon. mais ce dont tu parles dans ce morceau-là, tu es toujours blasé. Mhm. Tu vois, explique-moi un petit peu le storytelling de ce morceau-là. Il y a même un clip qui est très sympa où tu es en soirée, mais en même temps. Tu vois? Ouais, voilà, c'était ça. Voilà, l'histoire c'est je suis en soirée, mais en même temps. Voilà. J'étais au Kinky, Ok. littéralement. Donc, j'ai tourné le clip là volontairement. Ok. J'étais au Kinky, j'étais fatiguée. En vrai, j'étais fragile niveau santé et tout. Mhm. Mais j'ai voulu sortir parce que j'étais au champ. Et puis, dans la soirée, j'ai dit, mais je suis fatiguée, je ne veux pas rester là. Sauf que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que je ne conduisais pas. Je suis allée dormir dans la voiture. Ok. Voilà. Donc, et le lendemain, j'ai écrit le son. Ok. Ça c'est déjà arrivé à beaucoup de gens Mais oui. d'aller en soirée, mais tu sais, même sur le chemin de la soirée, t'es en mode. Ah non,
je suis arrivée d'été. Hein. Ah, t'es Je arrivé. suis arrivée d'été et puis c'est d'un coup, gros coup de barre. J'ai fait, aïe. La soirée ne me dit rien, j'ai chaud, je suis fatiguée. Ouh là là, je suis allée de me coucher dans la voiture. C'est l'âge qui commence à arriver, ça. Tu sais ça? Non. Ah, ça, c'est l'âge. Hein. C'est un moment, j'allais en soirée. Ah, putain, je faisais 3 soirées dans la semaine, machin. Et puis, à un moment, j'arrive dans la soirée et je me dis, ah, mais pourquoi je suis là? Ouais, ouais. Non. Qu'est-ce que c'est nul? Pourquoi on Non, fait mais ça? le lendemain, je suis sortie, c'était très bien. Mais... Ah ouais, ok. Ce soir, C'était vraiment le kinky. Donc, le kinky, c'est je rigole. Non, mon Dieu, c'est pas vrai. En plus, je passe ma vie là. Non. En plus. Ce soir-là, j'étais pas en mode. T'étais pas en mode. En fait, je me suis dit, en fait, j'avais vraiment. Genre, les paroles, c'est vraiment ça. Genre, j'avais chaud, j'étais submergée. Il y avait du bon son, des bons DJ et tout, mais je ne pouvais pas rester là. Et comme quoi, il y a des jours sans. Mais, en tout cas, dans un clip qui était un jour avec, c'est le clip avec Bobby, où on sent que vous vous amusez, il y a du back it up, il y a de la vibes, qui est aussi produit par Joël. Oui, l'instru, c'est Joël aussi. Et justement, on n'aurait pas pensé, puisque c'est plus dancehall, c'est plus Jones, on voit Joël dans des trucs, la culture, machin. Et c'est là, ça montre que C'est là Big que je Caribbean, connais pas Joël Jacoulé. c'est ça, on peut se dire, mais quand on analyse, il fait beaucoup de choses. Mais oui. Et est-ce que c'est toi qui viens avec l'idée? Comment Bambi arrive sur le morceau? Comment ça se fait? En général, hein, enfin, beaucoup de morceaux de Bazar et de BBW, Joël m'envoie des instrus. Ok. Je peux même te donner les noms des instrus. Ah ouais. C'est Yagi m'envoie des instrus avec des noms bien bizarres. Et celui-là, par exemple, il m'a dit, ouais, vas-y, pose une top line. Et on a posé ici. J'ai fait refrain et premier couplet. Et j'ai laissé vide. Et à la base, je voulais le proposer à Matthew White. Ok. Ça aurait fait ton 160e son avec Mathieu White. Non, c'était avant le premier. Ok. Mais en fait, je n'osais pas demander. Je n'osais pas Alors, demander, pourquoi? je n'osais pas. Parce qu'en fait, je n'osais pas et puis il a eu le temps de me demander avant. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'osais pas? Je n'ai pas beaucoup fait ça, demander des feats. Ah ok, d'accord. Tu Non. n'aimes pas faire ça. C'est quoi? Ouais, C'est j'aime- l'orgueil, c'est l'ego, Non, c'est la peur. déranger. Ah ouais, c'est vrai. Et de l'anxiété, c'est pas plus compliqué que ça, c'est faire le pas de demander. Et puis la peur du rejet. La peur Ok. qu'on te dise non. Ok. Donc je l'ai pas beaucoup fait, tu vois. Et Mathieu, il m'a demandé avant que je lui demande. Ah, c'est sur son projet en plus, ça, Oui. votre premier son. Il m'a demandé avant que je lui demande, j'ai fait yes. Et je lui ai dit, j'allais te demander, mais du coup, vas-y, on part sur ton projet. Ok. Et après, quand on a fait les rendez-vous mots, donc le projet est déjà fini, on a déjà tourné le clip, tout ça. On a tourné 3 rendez-vous mots le même jour, donc Mata, Bambi et Mathieu. Ok. Et Bambi a écouté la maquette de On Time. Ok. Et elle a dit, je veux. Ah, donc là, pareil, c'est même à toi qu'elle a demandé. Non. Ça va, Morane, elle a quand même des trucs qui viennent à l'instru vient à toi, le feed vient à toi. Je travaille pour ça, ok. Attention, attention. Et ce morceau, du coup, pareil. Mais qui c'est est l'instru de Joël. Mais Joël est très... éclectique, hein. Mais c'est surtout Polyvalent. qu'il suit beaucoup ce qui se passe. Genre, il y a beaucoup de sons. Genre, par exemple, je sais même pas si tu te souviens de ça, le son de Wizkid au Joël Egba. Tu vois, c'est quel son? Bien sûr. Il y a un Tu remix vois- avec Drake, d'ailleurs. Tu vois, quand il a pété ce son-là, La vérité. Joël m'avait envoyé le son 1 an et demi avant. Ah ouais. En mode, ça va péter. En mode, je sais pas pourquoi les gens n'ont pas encore tilté sur cet artiste-là. Personne connaissait Wizkid. Genre, personne calculait. Ouais, parce que là, c'est l'un de ses premiers vraiment classiques, Personne ne calculait Wizkid. Et je me souviens, on était dans son salon et il m'a fait écouter. Il m'a dit, et je dis, mais c'est quoi ce son-là? Et je le prends. Et genre, 1 an après, le truc pète partout, tout le monde chante. J'ai dit, attends. Joël est très avant-gardiste. Il a la vision. De ouf, sur les instrus, sur tout ce qui est musical et tout, frère, Mhm. mais j'ai jamais de doute sur ce qu'il va faire. Moi, j'apprends toujours. J'apprends, je regarde ce qu'ils font. Je me rends compte que je suis pas, au final, enfin, on fait de la musique, quoi. Ouais. Que voilà, que c'est. Et que mon vrai talent, contrairement à beaucoup de gens, moi, c'est ça, en fait. C'est le fait de me dire que j'apprends. Et même il y a des jeunes qui n'ont pas cette curiosité-là. Eh ben, je suis en avance sur eux par rapport à ça, parce que moi, je continue à me dire que je sais rien et qu'il faut apprendre. Donc, c'est là où je pense que j'aurai de l'avance sur les gens pendant encore des années. Mais attends, Ah ouais. là c'est vraiment le lyrics pour finir l'interview. Moi je continue à apprendre et j'aurai de l'avance sur vous pendant encore des années. Là c'est une punchline, il faut faire du rap. Mais voilà, Faut faire du rap voilà. et go trip, là on est sur du booba. Je sentais qu'il fallait finir. Là. Il paraît, le gars me dit là je vais vous tuer. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le mot de la fin, ce concert Big Caribbean, la famille Big Caribbean en général? Est-ce que tu Eh ben, sur le toute cette épopée Big Caribbean et puis ce concert qui va avec, qui n'est pas la fin, mais qui marque quand même une ben c'est un ouais, tournant. c'est un point d'étape. Tu sais, le concert Big Caribbean, bon, on en avait fait il y a 11 ans. C'était la fin d'une époque, bizarrement, parce que les concerts Big Caribbean, ça marquait la fin de ma collaboration avec Stevie, au moment où c'était un petit peu... avec, voilà, ils étaient tous à peu près à succès égal, avec Stevie, Victor, Izzy, Goldie. C'était un moment donné du label où chacun avait un succès énorme dans sa catégorie et pas de machin.
Après, on a mis 11 ans à revenir à ce statut-là. Parce que voilà, il y a eu 11 ans avant le dernier, avant la tournée bicaribéenne, ça fait 11 ans qu'on refait ça. Ce qui permet ça aujourd'hui, c'est que c'est un mix entre des gens qui ont duré, ce qui n'était pas le cas, parce que 11 ans après, ils sont encore tous là. Ouais. Stevie encore là, Victor encore là, Izzy encore là. Entre des gens qui ont une actu vraiment comme Moran, tu vois. Moran, c'est dur qu'il ait une semaine sans actu, hein, puisque... Je lui disais ça. Voilà, il n'y a pas plus dans l'actu que moi. Donc voilà, c'est encore un autre équilibre, mais c'est équilibré, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on a des gens, et puis il y a des gens, tu vois, comme Goldie, qui juste sont là, survolent le truc par leur influence. Tu vois, tu dis Goldie, moi je vois les stats de Goldie aussi, je me dis, c'est fou, il n'y a pas un jour où on ne me parle pas de Goldie, soit sur Insta, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Son album le mois de mai, il a influencé des gens, il a influencé des chanteuses aussi, je sais. C'était la première star de Trace TV, Goldie, puisqu'à l'époque, Trace venait de se lancer. Son clip Babyfly, avec elle sous la douche là, ça a influencé des générations de chanteuses. Je sais que Bambi a adoré Goldie. Quand j'ai rencontré Bambi et qu'on a fait le featuring avec Moran, donc on était en Guadeloupe pour tourner l'émission Les Rendez-vous Mots. Et donc, me voilà comme ça, bon, moi je suis le gars qui tient la caméra, bon, tu vois, je suis pas en train de dire, hey, tu sais que moi j'ai fait. Voilà. Et puis elle me dit, ah, mais c'est bien, tu vois, c'est toi qui as fait la prod elle kiffe le morceau, donc On Time, et puis elle comprend que c'est moi qui ai fait la prod. Ah, c'est toi qui as fait la prod, oui, ah, mais c'est super, mais tu fais quoi, toi? Alors j'ai dit des trucs que j'ai fait, j'ai dit, ouais, bon, ben voilà, bon, je fais Zikenanga, Victoro, tout ça, Goldie. Vraiment, quand j'ai dit Goldie, c'est comme si j'avais pas parlé des autres avant. Ah, c'est là vraiment. Goldie, elle dit, ah, mais Goldie, mais j'adorais. Et je sais que voilà, c'est une artiste aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, on sort un clip très bientôt, là, dans une semaine. Bon, au rythme de Goldie, d'ailleurs, quand on se voit, on a le temps, on fait des trucs. Mais ça faisait 8 ans qu'elle avait fait de clip quand même, donc là, ça va être un petit truc. Donc, chacun a son actu. Donc, la famille bicaribéenne, c'est ça. C'est des gens où il n'y a pas de concurrence. Parce que c'est ce qui est bien dans ce label. Comme chacun est très indépendant, il ne peut pas avoir de concurrence. Tu ne peux pas être plus Victoro que Victoro. Tu ne peux pas être plus Moran Voyer que Moran Voyer. Tu ne peux pas être plus Sissi Gegenanga que Sissi Gegenanga. Tu ne peux pas être plus Stevie Mai que Stevie Mai. Donc, en gros, chacun est à son top. Et ils ont juste une envie, c'est d'être ensemble, de partager la vibe. Moi, je kiffe parce que ça me fait défiler plein d'époques différentes, quoi. Ça te garde jeune. Ouais, ça me garde jeune, hein, malgré mes 50 ans que j'ai cette année, voilà. Non, mais en vrai, c'est vrai, tu vois, je me dis... et puis, comme je suis tout le temps la tête dans le guidon, tu vois, ça me permet, comme des émissions comme tu fais, je te remercie d'ailleurs, comme, tu vois, ça me permet de me dire, écoute, il y a un petit chemin parcouru, quoi, et c'est pas si mal. Donc, voilà. Soyez caribéens, Be caribéenne. Yeah, Avant tout, bon... Le concert est rempli, donc je ne vais pas vous dire. Ouais, bon, alors, on parle là précisément, je ne sais pas quand ça va passer l'émission. Le moment où ça va sortir, bon, vérifiez, mais bon. Normalement, ce sera pour le prochain concert, puisque on vous souhaite encore beaucoup de concerts, d'albums, de clips, etc. Merci pour votre temps. Oui, merci pour votre temps. Merci pour ton temps, ça fait un moment qu'on est en train de parler. Merci d'être venu déjà, parce que je sais que c'est pas... Bon, moi j'écoute beaucoup ce que tu fais. Je regrette même que dans le style que je fais, qu'on va dire girl pop pour dire ça vite, qu'il n'y ait pas des chroniqueurs aussi, tu vois, aussi au courant, aussi informés, que c'est une petite digression que tu fais par rapport à ton style. Ah non, pas du tout. Hein. Moi, quand je suis parti, j'ai dit, je vais interviewer Joël Chacoulé. On m'a dit, ah ouais, c'est pas cher. Joël Chacoulé. Bonjour à ta grand-mère pour moi. En tout cas, encore merci à Joël Chacoulé, Victor O et Moran Voyer. C'était Specta et le Big Caribbean pour Power Unity. On parle pour rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Tu l'as dit mieux que Moran. Et Moran Voyer pour Power Unity. On parle pour rien dire. En disant rien, on a tout dit. On a tout dit. On s'en bat les couilles de On des oreilles, on a tout dit.